Cette hebdo, édition du dimanche 30 mai 2021. Heureuse fête des mères à toutes les mamans. Bienvenue et merci d'être sur STV. Selon les statistiques du ministère des Transports, 5000 accidents sont enregistrés chaque année au Cameroun pour 6000 blessés et 1200 morts. Seulement cette semaine, plusieurs Camerounais ont perdu la vie sur la falaise de Tchang quand d'autres mouraient avant le péage de Mbanga. Récurrence des accidents sur nos axes routiers. On en parle en entrée. On parlera également du SDF 31 ans après. C'est dans la sobriété que la formation politique dirigée par Nin Fondi a fêté cet autre anniversaire. Analyse de la marche du Parti de la Balance au cours de ces 31 dernières années dans un instant. Mais avant ce sujet, on reparlera du Covid-Gate avec le communiqué du ministre de la Communication qui demande aux médias de ne pas livrer les membres du gouvernement cités dans le rapport de la Chambre des comptes à la vindicte populaire. René Emmanuel Sadi, en soulignant le principe de la présomption d'innocence, demande aux Camerounais de faire confiance à la justice. On parle de tous ces sujets avec vous. Denis Kobo, vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau pour partager notre analyse avec les Camerounais qui sont très nombreux à nous regarder. Alors, le point.fr annonce que dans le cadre du programme COVAX, l'Elysée va offrir jusqu'à 500 000 doses de vaccins contre la Covid d'ici à la mi-juin à destination des pays africains, dont 100 000 doses de vaccins AstraZeneca. Quand on sait à quel point et pourquoi ce vaccin est boudé par les Français eux-mêmes, l'Afrique a-t-elle les moyens de refuser ce cadeau? Vous parlez souvent du rapport de force. Bien sûr, naturellement, c'est en raison du rapport de force qu'un pays comme le Cameroun pourrait se permettre de refuser ou d'accepter tel ou tel autre vaccin. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les vaccins. Nous avons nos positions personnelles sur ces questions-là, mais je crois que la pandémie du coronavirus est une question, est une préoccupation sanitaire majeure. Et nous pensons qu'il est souvent important de laisser les scientifiques faire leur travail à ce moment précis. Vous savez, si ça dégénère, chaque Camerounais ne sera pas comptable de ce qui s'est passé. Si ça dégénère, on va demander aux autorités qui sont établies au Cameroun, aux autorités sanitaires, aux scientifiques camerounais, ce qui s'est passé. Je crois que ce que les citoyens demandent aux dirigeants actuels, c'est de choisir les vaccins, s'il en faut, qui répondent à toutes les normes en matière sanitaire. S'il y a des questions qui sont soulevées dans d'autres pays où il y a eu des vaccins... Justement, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées avec ce vaccin-là dans plusieurs pays d'Europe, justement. Je suis un anti-vaccin, mais il faut faire très attention. C'est une position personnelle qui ne doit pas être versée sur la place publique comme étant une vérité absolue. Donc, nos positions personnelles ne peuvent pas primer sur l'intérêt général, sur l'intérêt de toute la population. Si on peut, quand on analyse souvent les effets, il y a les ratios. Donc, on peut avoir eu 3 morts, ou 4 morts, ou 10 morts, ou 100 morts à travers le monde depuis que la vaccination a commencé ici et là. Il y a un travail technique sérieux et profond à faire pour établir effectivement que ces personnes-là sont décédées du fait des vaccins. Il faut également établir que ces personnes seraient en vie si elles n'avaient pas été vaccinées. Ouais, il y a tellement de choses à prendre en compte. Est-ce que vous dites que sans ce travail au préalable, l'Afrique peut se permettre d'accepter ce vaccin qui est je dis que, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui meurent à l'hôpital en donnant la vie. Quand on était tout petit, on disait au village que lorsque les gens vont à une opération chirurgicale, il y avait une chance sur 2 que ces personnes-là s'en sortent. Et les personnes qui sont décédées sur les tables d'opération et autres, on en compte en milliers à travers le monde. Personne n'en fait un sujet de préoccupation majeure parce que les gens, on peut effectivement décéder sur une table d'opération. Est-ce que les vaccins, toute la clameur sur les vaccins aussi, ne répond Encore pas... que c'est surtout ce vaccin-là, AstraZeneca, c'est surtout de celui-là... Le Cameroun ne fabrique pas le cure-dents. Le Cameroun ne fabrique même pas des simples stylos. C'est vrai qu'il y a des occidentaux, des étrangers qui peuvent le faire ici. On ne commence pas à choisir, comment dire, ce qu'on doit manger si on ne peut pas se permettre d'avoir une goutte d'eau potable. Ce n'est pas dit qu'on n'a pas de goutte. C'est que la force que nous mettons derrière notre campagne anti-vaccin elle n'est pas proportionnelle aux efforts endogènes qui sont fournis pour, n'est-ce pas, proposer une solution camerounaise. J'ai vu des pays, on a dit que le Sénégal veut produire son vaccin. Il y a d'autres pays africains qui veulent produire les vaccins.
notre pression sociale, la pression de base, doit tendre à pousser nos dirigeants à adopter des solutions locales. Si on prend ce qui s'est passé, on regarde j'ai appris d'un médecin l'autre jour que la tendance est très très positive aujourd'hui sur l'ensemble des hôpitaux camerounais. Il y a de ça quelques semaines, les gens passaient de vie à trépas tous les jours, mais depuis quelques temps, ouais, que ça s'est calmé. Peut-être que le Cameroun, en dehors du vaccin, a d'autres solutions. Il ne faut pas d'emblée, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur cette thématique-là, considérer nos convictions personnelles comme étant des vues qui doivent se généraliser. Il faut, en tout cas de cause, que les populations, que tous les corps sociaux demandent au pouvoir public, en tout état de cause, de privilégier, n'est-ce pas, les vies des Camerounais, de privilégier la santé des Camerounais et n'adopter la solution vaccin qu'en ultime recours. Et on se rend compte que le vaccin n'est pas obligatoire ici, ce n'est pas contraignant. J'ai l'impression que le vaccin, même s'il y a des choses à redire, notamment sur AstraZeneca, ce n'est pas seulement au Cameroun, il est arrivé que les vaccins aient porté leurs fruits. Et le Cameroun a utilisé le vaccin Sinopharm pour les débuts. Il faut peut-être encourager le gouvernement à privilégier la piste de ce vaccin-là qui soulève moins de polémiques que AstraZeneca. Donc, si moi je devais choisir, je ne choisirais pas un vaccin qui fait plus de mal que l'autre. Pour l'instant, il y a Sinopharm, il y a le vaccin russe qui ont des résultats Merci Denis Kovo. À côté de vous, on reçoit le professeur Jacqueline Koloyok. Elle est enseignante. Elle est également militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour professeur et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour et merci de m'avoir accepté sur ce plateau. Vous savez bien que oui. Il y a certains plateaux qui ne sont que des plateaux d'injures. Bon. Des plateaux d'injures, d'insultes et tout le reste. Bon. C'est que notre plateau. Je veux dire, est-ce que c'est le plateau qui est mis en cause? C'est surtout les panélistes. Je veux dire, il faut être deux pour s'insulter, professeur. Mais il y a quand même un modèle d'une manière pour interdire les injures. Merci, professeur, d'être avec nous ce dimanche. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Bon, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que par rapport à ce que je disais il y a quelques semaines, qu'on ne devrait pas prendre un rapport qui n'est même pas signé comme une parole d'église. Bon, en réalité, on voit aujourd'hui qu'il y a même à l'intérieur de la Chambre des comptes des gens qui disent ça, ce n'est pas notre rapport, ou bien si c'était notre rapport, c'était peut-être les prémices. Nous sommes en train d'élaborer notre... Alors qu'on a jeté tout le monde dans la gueule du lion à partir d'un document qui n'était pas fiable. Est-ce que c'est à partir de ce document-là que les auditions sont menées au TCS, professeur? Moi, je me dis le président de la République, vous savez, les Camerounais ont l'art de vouloir toujours tout récupérer. Le président est dans un processus. Avant que les fonds Covid n'arrivent, il y avait une ligne de conduite et le Premier ministre a dit voilà, il y aura des audits et tout le reste. Et tout le monde savait qu'à un moment donné, il y aurait ces audits. Mais il y a les Camerounais qui se bombent le torse en disant c'est grâce à nous. Non, c'était déjà programmé depuis longtemps. Pourquoi dire c'est grâce à moi? Vous avez quelle qualité, quelle capacité pour influencer tout un gouvernement? À votre avis, professeur, pourquoi est-ce que l'audit a été mené sur les fonds Covid et pas sur les autres sujets décriés par les Camerounais, comme la Cannes notamment? Bon, je vous dis ce que je sais. C'est qu'au niveau des organisations internationales, quand vous recevez un financement de la Banque mondiale, du FMI et tous les autres, il y a un document de gouvernance qui vous dit qu'à tel moment, il y aura les audits et c'est eux-mêmes qui vous disent qu'il y aura tel auditeur. Moi, j'ai eu peut-être la chance de bénéficier d'un financement de 300 millions de l'Union européenne pour organiser le forum ACP. Mais déjà dans le document de projet et de contrat, on vous dit quels sont les mécanismes qui nous assurent qu'il y aurait gouvernance. Et maintenant, à quel moment il y aura l'audit? Et dès que vous engagez les dépenses, ils vous envoient, ça se passe toujours comme ça. Ils envoient l'audit. Et maintenant, si vous avez bien géré, ils vous donnent l'autre tranche. À votre avis, est-ce que le Cameroun gagnerait à appliquer justement cette notion d'audit
pour des fonds qui ne viennent pas que de l'étranger, mais qui sont également des fonds internes. Je parle notamment des fonds de la CAN et autres. Moi, je pense que ce serait génial que chaque fois, il y a une procédure d'engagement des dépenses publiques. Normalement, on devrait l'appliquer à tout financement, même qu'il soit interne ou pas. Moi, je me dis que c'est vraiment pour limiter les dégâts que nous connaissons tous. Peut-être que c'est le moment de donner des conseils à ceux qui sont... Oui, mais je crois qu'ils doivent être en train de nous suivre. D'accord. Merci, professeur, d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, on reçoit Guy Laurent Kwam. Il est du RMRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour, monsieur Kwam, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Léla. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. J'ai l'impression que le débat est pratiquement déjà lancé parce que ça vole très haut. Mais je voudrais m'incliner devant quelques civilités. Je voudrais dire bonjour à tous vos téléspectateurs, qui sont très nombreux. Mais je voudrais surtout dire bonjour à tous nos amis politiques qui sont incarcérés dans la dictature du parti, de la représentante du RDPC, donc en l'occurrence le RDPC, qui emprisonne les jeunes Camerounais qui ne demandent qu'à ce qu'une bonne gouvernance, qu'elle-même elle vient de revendiquer sur ce plateau, qu'à ce qu'une bonne gouvernance fasse partie des pratiques quotidiennes et des pratiques classiques dans les administrations au Cameroun. Ces jeunes ont simplement revendiqué que nous puissions avoir un code électoral, un système électoral consensuel, admis par tous les acteurs, donc disant par delà que chaque citoyen avec les mêmes droits. J'ai entendu le professeur dire tout à l'heure, et là j'ai encore eu mal en tant que jeune qui croit en la démocratie, en tant que jeune citoyen qui croit en la démocratie, j'ai entendu le professeur dire, vous êtes qui pour obliger un gouvernement? C'est essentiellement scandaleux dans un État démocratique comme le nôtre, que l'on puisse dire à la population, vous êtes qui pour obliger un gouvernement? Et je commence à comprendre pourquoi ils ont l'impression qu'ils peuvent attraper des jeunes qui veulent s'exprimer, alors que c'est bien. Vous parlez des jeunes des jeunes qui sont arrêtés, les militants qui ont été arrêtés dans le cadre des marches pacifiques depuis le 26 janvier. Mais est-ce que ces marches avaient été autorisées, M. Kwam? Ce n'est pas la question actuellement. Je dis que j'ai fait 10 mois. J'ai fait 10 mois en prison parce que j'ai simplement posé mes opinions. Et une maman, aujourd'hui c'est la fête des mères. Bonne fête maman. Bonne fête maman. Merci, mais répondez à vos questions. Laissez l'autre. Vos enfants sont... Ce n'est pas à votre niveau celui-là. Encore une question de niveau dans ce pays. Ouais. Bonne fête maman. Merci vos enfants beaucoup. sont en prison parce qu'ils ont simplement voulu manifester leur opinion pour demander un pays dans lequel il règne la paix entre les frères, au nord-ouest et au sud-ouest. Et simplement parce qu'ils veulent s'exprimer, ce qui est un droit fondamental. Ce n'est pas un droit que le RDPC donne aux Camerounais, c'est un droit de l'homme fondamental. Parce que ces enfants, vos enfants, se sont simplement exprimés. Beaucoup sont à Nieuben, à la prison. Oui, mais attendez, madame, la loi dans ce pays dit ce qui se passe quand on marche. Oui, mais elle dit ce qu'on doit faire. Et c'est ça qui a été fait. Elle dit ce qu'on doit faire quand on marche sans autorisation. C'est ça qui a été fait. Non, madame, vous avez des gens qui ont été condamnés à plus d'1 an de prison, alors que la peine maximale, c'est de 6 mois. Vous devez pouvoir dénoncer ça, ce n'est pas la loi. Monsieur Kwam, est-ce qu'on ne devrait pas manifester pour demander la paix, demander la paix, qu'il n'y ait plus de guerre entre leurs frères, du nord-ouest et du sud-ouest, et les Camerounais qui se disent, entre guillemets, francophones. Ils ont manifesté pour ça. Ils ont manifesté parce qu'ils ont demandé qu'on fasse l'audit des fonds de la CAN. L'audit des fonds de la CAN. Encore le mot audit. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui devient un avatar, alors que nous sommes en 2021. Monsieur Kwam, je vous en prie. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par poser les préalables? La question que je vous ai posée, c'est est-ce que les marches ont été autorisées, les marches au cours desquelles ces militants ont été interpellés? Oui, je dis que quand vous avez un pays où on ne donne jamais aucune autorisation, alors que la loi ne parle pas d'autorisation quand on veut manifester. Oui. La loi parle simplement de déclarer. Donc maintenant, demandons-nous si nos autorités elles-mêmes respectent la loi. C'est la question que vous devez leur poser. Vous êtes journaliste, vous avez une responsabilité sociétale que vous devez assumer. Demandez à nos autorités si elles respectent la loi qui parle de déclaration et non d'autorisation. C'est important de le dire. Merci, monsieur. C'est pas ça la responsabilité sociale d'un journaliste. La responsabilité sociale d'un journaliste ne consiste pas à aller interroger le gouvernement s'il a respecté la loi dans le cadre d'une procédure. La responsabilité sociale du journaliste consiste à
vous posez les questions comme ça a été fait. Pourquoi? Parce que lorsque vous expliquez, ça me fait mal, parce que moi, j'ai mes amis parmi les militants du MRC, j'ai des amis là-bas. Et on dit toujours que même le plus grand criminel du monde a droit à une saine administration de la justice. Ce qui nous préoccupe, évidemment, c'est comment est-ce que les procédures sont conduites. Absolument. Lorsqu'on s'exprime là-dessus, on peut comprendre. Mais si une autorité établie décide d'appliquer des dispositions de la loi à un citoyen, tout ce qu'on peut voir, c'est si cette loi-là a été appliquée de façon régulière. Lorsqu'elle n'est pas appliquée de façon régulière, notre rôle, le rôle du journaliste consiste à suivre. Donc vous avez... À interroger, c'est de ça que je parle. À interroger. C'est-à-dire oui, que vous n'êtes pas seul. Oui, voilà. Oui, à interroger sur les bonnes questions, en fait. Oui, mais parce que, Voilà. on ne passe pas les deux bouts. Vous avez vous-même expliqué, quand vous expliquez, tel que vous avez expliqué, vous avez dit que puisque le gouvernement lui-même ne respecte pas la loi, ces militants n'ont pas respecté la loi. C'est un résumé. Non, j'ai bien dit tout à l'heure ici oui. qu'il y a des infractions dont ce plateau se transforme en procès de monsieur qui sort de prison. Dont le maximum de la peine est de 6 mois. Il sort de prison, au lieu de dire merci. Plus d'un an. Il aurait pu rester même toute sa vie en prison. C'est le rôle du journaliste d'interpeller les autorités publiques sur ces questions-là. C'est votre rôle, vous l'avez fait, vous l'avez interpellé. Et le journal vous a donné la possibilité de parler. Donc, merci, monsieur. Monsieur Guy Laurent Kwame, avec vous, on commente cette annonce du ministre de la Fonction publique qui fait savoir que le Cameroun se prépare à radier 7622 agents publics, ceci afin d'estiper du fichier solde les fonctionnaires fantômes. Comment est-ce que vous appréciez l'opération qui jusqu'ici aurait déjà fait économiser au Cameroun environ 40 milliards de francs CFA? C'est Joseph Lé qui le dit. C'est une très bonne opération. Ça participe de la transparence dans la gestion des finances publiques, de l'État. Et nous ne pouvons qu'apprécier. Parce que quand vous avez 7000 fonctionnaires qui touchent indûment un salaire, en réalité, vous avez 7000 familles dans la pauvreté que ces fonctionnaires ont spoliées. C'est aussi à la fois un crime économique, mais également un crime social. Et il est de la responsabilité du gouvernement dans la gestion des affaires publiques de tous les jours, de tout faire pour qu'on puisse arriver à une gestion qui permette au maximum de Camerounais de sortir de la pauvreté. Donc, je crois que c'est une action qu'il faut saluer, même si on estime qu'elle se passe un peu tard, mais on devrait aller un peu plus loin. D'accord? On devrait aller un peu plus loin pour protéger les finances publiques. Je voudrais qu'on nous dise, par exemple, ce qu'on a fait de l'article 66, de la déclaration des biens. Vous voyez, c'est dans le même sillage. Si on doit protéger la fortune publique, il ne faut pas simplement qu'on aille chercher les petits voleurs, parce que je peux aussi les appeler des petits voleurs, ceux qui avaient des petits salaires. Non, mais ils sont à condamner. Mais il faut qu'on aille aussi chercher les grands voleurs, c'est-à-dire que les autorités qui nous dirigent et qui doivent pouvoir, à chaque fois qu'on vous affecte à un poste, nous dire « voici ma fortune ». Et quand je sors, je vous dis « voici ce que j'ai gagné pendant que j'étais à ce poste de responsabilité ». Je n'ai donc pas touché indûment de l'argent. Malheureusement, au Cameroun, on est dans un système où l'audit ne fait pas partie de nos traditions managériales. On est dans un système où la redevabilité ne fait absolument pas partie de nos habitudes de gestion. Et on se retrouve donc très souvent à gaspiller beaucoup d'argent, et ce qui affecte les politiques sociales, sanitaires, environnementales, etc., éducatives d'ailleurs. Merci M. Kwame d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit M. Xavier Bellemé, il est militant du Social Democratic Front. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Oui, merci Madame Neila, c'est nous que vous disons un grand merci. Bonjour aux companélistes et aussi à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Oui, deux choses sont passées ici. C'est une actualité particulière, notamment le Covid-Gate et puis le programme de la fonction publique. C'est deux sujets éminemment importants que, avec votre autorisation, j'aimerais dire un ou deux. Allez-y sur la fonction publique. Rapidement. On va parler du Covid-Gate. Ah, ok. Allez-y sur la fonction publique. Bon, pour la fonction publique, vous savez, c'est un mammouth. La fonction publique est au cœur des problèmes du sous-développement de la République du Cameroun. C'est un problème très sérieux. Vous savez, le Cameroun a fait 20 ans d'ajustement structurel. À la fin, l'État de la République du Cameroun a été spolié de plusieurs entreprises d'État pour qu'on puisse bénéficier d'une remise de la dette de 1400 milliards. Nous évaluons les dégâts de la fonction publique en termes de salaire fictif à 1920 milliards.
ça veut simplement dire que si l'État du Cameroun, et ça nous tenons du ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Ababa, qui avait été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale par les députés SDF sur le problème de salaire fictif. Donc, c'est le casse du siècle. Si l'État du Cameroun avait seulement maîtrisé le fichier solde de l'État, on aurait évité de perdre des entreprises majeures pour le développement du Cameroun. On se retrouve en train de privatiser une entreprise, dans même les pays les plus capitalistes comme l'Angleterre et les États-Unis, ce type d'entreprise comme Camouette aujourd'hui, ce n'est qu'à l'époque, ne sont pas privatisées parce que c'est le domaine. Essaye de faire aujourd'hui. Oui, malgré. Mais après comment? Ça a été terrible. Donc on aurait dû facilement maîtriser le fichier solde pour éviter au Cameroun de connaître de telles situations catastrophiques. Je veux dire, ça c'est le passé. Maintenant, comment est-ce que vous appréciez l'action présente? L'action présente, le Cameroun n'est pas différent de celui de 1982. En 2021, je suis désolé, madame. On a même reculé. Tout à l'heure, là, quand nous allons entrer dans l'an 31 du SDF, je vais essayer de vous expliquer ça. Parce que, vous savez, quand je le dis sous le contrôle de Denis Kouebo, dans les années 90, il y avait une loi incroyable qui existait dans ce pays. On appelait ça la loi d'exception de 1966. On appelait ça subversif. 62, merci. La loi sur la subversion. Merci beaucoup, Denis. Et il suffisait que vous restiez chez vous, Madame Leila, vous réfléchissez. Oh, donc, c'est une loi qui autorisait à un simple policier de contrôler votre façon de penser. Il suffisait que vous alliez un peu seulement contre l'ordre établi, quand vous arrêtez un matin, votre famille n'était pas au courant de votre exil pendant moins des années. On vous jetait quelque part dans une sorte de prison. Mais les Camerounais, et maintenant, donc, cette loi, donc, comme les Camerounais ont dépassé cette loi, cette disposition dans les années 90, donc le régime a muté, a fait une mutation en instaurant la loi antiterroriste, qui en réalité ne juge jamais le terrorisme. Vous êtes journaliste, j'ai parié que vous n'avez jamais couvert un seul procès d'un terroriste face à un juge militaire. Les seuls qui y vont, ce sont tout simplement des civils camerounais qui n'ont rien fait d'autre que de pouvoir exercer leurs droits constitutionnels, la liberté d'expression et de manifester. Et excusez-moi monsieur, je vous écoutais là tout à l'heure. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que si nous quatre ici, nous cinq ici sur le plateau, on décide d'organiser une marche là maintenant, si le sous-préfet de Douala-Premier va prendre un arrêté ou une décision, il va déclarer que notre marche là est illégale, elle est interdite. Si nous nous entêtons à dire que non, nous sommes des citoyens libres, nous marchons, le premier policier qui va nous attraper, y compris le professeur Koyok du RDPC, on va nous amener tous devant le juge militaire pour être jugés et condamnés d'actes de terrorisme. C'est-à-dire que nous devenons subitement, Madame Leila, des terroristes. Mais ce qu'il faut condamner, et c'est très grave, le Cameroun a plongé encore plus dans la dictature. Il faut le dire aussi simplement. Et Madame Koyok le sait. Vous estimez qu'entre 90 et 2021... On a plongé plus dans la dictature. C'est très grave. Parce qu'avant 90, il n'y avait même pas le SDF. Bon. Récurrence des accidents sur nos ex, cette semaine encore, le sang a coulé sur nos routes. De nombreuses familles ont perdu des membres. À votre avis, professeur Koyok, pourquoi autant de morts sur nos routes? Bon, je me dis, au niveau de mes petites investigations, il existe certes des contrôles routiers, mais il y a de la complaisance dans les contrôles des véhicules, les visites techniques et tout le reste. Je pense qu'il y a des voitures qui n'auraient pas la possibilité de circuler dans d'autres pays. Moi, j'ai été en Afrique du Sud. Vous ne voyez pas de vieilles voitures circuler, c'est interdit. Même à vue d'œil, on voit des voitures qui n'ont plus rien. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de roues. Vous voyez les roues déchiquetées et tout le reste. Mais parce que peut-être quelqu'un aurait donné un peu d'argent là où on devait le contrôle, la visite technique. Il ne fait même pas, il laisse le camion en route, il va, il donne de l'argent à quelqu'un, on lui signe ses papiers pour dire que la voiture a été contrôlée. Moi, il y a quelques années, on a dit qu'on allait numériser les visites techniques, mais je n'ai pas vu l'application de ces textes.
Parce que quand vous voyez, même Non, si vous n'êtes pas... c'est en vigueur déjà. C'est déjà en vigueur. Oui, moi, je suis allé, on a rejeté la visite technique de mon véhicule l'autre jour parce que... Voilà, peut-être que vous n'avez pas donné quelque chose. Non, il y a... Mais ce que je sais, c'est qu'il y a certains véhicules, à vue d'œil même, qui ne mériteraient pas de circuler. Mais on voit ce genre de véhicules. Le préfet a pris une décision salutaire. Moi, je faisais samedi dernier la route Douala-Bonnet-Poupa. J'ai rencontré 40 véhicules avec des billes de bois en plein jour. Donc, je me dis, vraiment, vous voyez, et ces camions causent beaucoup plus d'accidents que peut-être quelqu'un qui n'aurait même pas son permis et qui se débrouille. Moi, je me dis, il y a de la complaisance. À qui on impute la responsabilité de cette défaillance? Oui, il faut des contrôles. À qui est-ce qu'on impute cette responsabilité? Bon, quand quelqu'un reçoit l'agrément pour des contrôles, des visites techniques de véhicules, il faut que l'État ait un droit de regard sur comment cette institution-là... En d'autres termes, on impute cette responsabilité à l'État. Bon, cette défaillance... On peut le dire 1000 fois, l'État n'est pas une personne. Il y a des personnes qui agissent au nom de l'État. Mais quand vous-même vous recevez l'agrément pour les contrôles techniques, et quelqu'un vient avec un camion, il laisse son camion à deux. Moi, je suis témoin oculaire. Il laisse le camion, il vient vous dire, j'ai besoin, la police me dérange. Vous signez un papier, vous lui donnez. C'est de la faute de l'État. Il y a un problème de manque de conscience. Il y a un problème de manque de moralité. Comme le président avait dit, tout est dans la moralisation. Si tu dois faire correctement ton travail, mais moi je me dis, si tu donnes un papier comme ça, à la main levée, à ces camionneurs, et qu'à l'occasion de peut-être deux semaines après, ils tuent les individus, c'est vous les criminels, ce n'est pas l'État. Parce que l'État vous donne l'agrément comptant sur votre bonne foi. Donc l'État ne peut pas être là derrière chacun. Est-ce que la personne là est venue vous dire, mais non, ça c'est trop demandé à l'État. Ça c'est nous, les Camerounais, qui n'avons même pas d'éthique dans nos comportements. Et je me dis, ce n'est pas à l'État d'aller résoudre ce genre de problème. L'État doit contrôler, mais vous vous imaginez là. Vous voulez que l'État envoie un policier. En fait, c'est un débat qu'on a déjà eu sur ce plateau, le manque d'éthique, le non-respect des mœurs. Et sur ce plateau, on a discuté avec des enseignants qui se plaignaient justement du fait que dans les écoles, c'était des matières qui étaient enseignées avant. Et les Camerounais grandissaient avec cette culture-là. Aujourd'hui, ce sont des matières également qui ont disparu dans les cours. Oui, il y a le volet éducation. Il y a aussi ce qu'on appelle en sociologie l'anomie. Dans chaque société a ses normes. Et l'anomie, c'est justement, je peux le dire, un disnorme. Hein? C'est-à-dire que ce qui est contre la norme. Mais il arrive que des facteurs dans la société facilitent beaucoup plus les disnormes. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui arrive sur un plateau, au lieu de dire une chose qui est correcte, il pollue plutôt. Il donne de mauvais exemples aux étudiants. Et les étudiants, les élèves qui croient que si quelqu'un prend la parole devant un média, c'est que c'est cette personne-là, tout le monde doit l'écouter et tout le reste. Moi, il n'y a pas que ça. Je dis qu'il y a des facteurs qui facilite beaucoup plus l'anomie au Cameroun. Et je me dis que l'État même devrait avoir à faire très attention à étouffer ces mécanismes qui favorisent l'anomie dans notre pays. Xavier Belé, mais dans un contexte où pilule les campagnes de sensibilisation, des stratégies et interpellations pour lutter contre les accidents, campagnes portées aussi bien par le gouvernement camerounais que par les organisations de la société civile, à votre avis, jusqu'où faut-il sensibiliser pour enfin voir les fruits? Oui, bon, le problème est que ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut d'abord voir les voies de communication. Est-ce qu'elles répondent à la norme requise en matière de circulation? Vous voyez qu'il y a des routes qui ont été construites pour une provision d'un trafic routier, peut-être de 10 voitures là. Aujourd'hui, on se retrouve que ces outils, ces voies de communication sont largement dépassées et la chaussée ne peut plus supporter la pression qui est extrêmement forte parce que la demande est peut-être au lieu de 10 véhicules, on a 100 véhicules. Vous voyez, donc il y a un problème au niveau de l'outil de la route. La route crée d'abord en elle-même un problème. Et il y a la responsabilité individuelle de ceux qui
qui sont comme usagers de la route, qu'il faut interpeller fortement les consciences. Et puis la politique qui a consisté à faire ce qu'on appelle la lutte contre l'excès de vitesse. On appelle ça la prévention routière. Ça ne vaut absolument rien, c'est plutôt de prévention à l'embuscade. Parce que, regardez-vous, si vous êtes au point A d'une route, vous restez là pour attendre les véhicules qui arrivent, qui vont griller la limitation de la vitesse. Dès que le véhicule a dépassé, et après le point A, avant le point B, le véhicule va atteindre 200 km/h et il va faire un tournoi. Donc, moi je pense qu'il faut revoir toute cette façon de faire. Nous pensons comme ça. Il y aurait eu des brigades mobiles le long de la route, au lieu que ce soit des postes fixes. Parce que les postes fixes, je viens, je roule à 10, 20, 30, 40, maxi 50, et je traverse. Dès que je traverse le poste, j'appuie l'accélérateur, je suis à 200. Parce que le véhicule, et entre-temps, la route est cabossée, ce n'est pas signalé. Il y a des trous de nid, des véritables trous d'éléphant que vous allez vous retrouver après un virage, vous vous retrouvez face à un trou d'éléphant, vous tombez. Et c'est vrai, Mme Koyok l'a dit si bien tout à l'heure, qu'il y a des véhicules qui eux-mêmes sont dépassés de par leur état physique. Et ces véhicules traversent le contrôle technique. Mais il y a des véhicules en bon état. Les sociétés de transport qui sont installées dans nos principales villes ont des véhicules, ont des outils de transport qui sont modernes. Mais pourquoi est-ce que ces outils font l'accident? C'est des choses, peut-être questionner la responsabilité du promoteur ou de ses agents, et aussi l'état de la route, qui est complètement désuète. On n'a plus de route, on a des nids de poules énormes, des nids d'éléphants partout sur les axes routiers au Cameroun. C'est des routes qui sont dépassées par le trafic et qu'il faut revoir. Donc, il y a multiples responsabilités qu'il faut questionner. Et il ne faut pas accuser l'un. Parce qu'en réalité, nous revendiquons toujours qu'on doit dématérialiser l'administration. Parce que s'il y avait un problème de dématérialisation de l'administration, ce problème de fausses attestations de visite technique ou des attestations d'assurance, parce qu'il y a aussi ça. Il n'y a pas seulement que les attestations de visite technique qui sont fausses, mais il y a même les assurances. Quelqu'un finit de faire l'accident, il appelle son copain qui est un assureur quelque part pour l'établir une assurance antidatée. Voilà. Mais alors que si on était dans un système dématérialisé, vous ne pouvez pas. C'est impossible. C'est possible de pouvoir tricher. Donc on est dans un pays où la tricherie est partout et permanente. Et vraiment, il est difficile en ce moment-là de savoir qui fait du bien, qui fait de quoi. Et puis, il faut cesser ces contrôles embuscades, madame. Il faut qu'on arrête ça, madame Leïla. C'est pas sérieux. Denis Kobo, la première réaction après un accident a souvent été d'interdire la compagnie impliquée dans l'accident, mais à long terme, on constate qu'elle n'a pas grand impact sur la réduction du phénomène des accidents au Cameroun. Pourquoi? Oui, il y a beaucoup de filles en avant dans cette question-là. Je suis content d'entendre le professeur Koyok dire que l'État, ce n'est pas une personne. Évidemment, l'État, ce n'est pas une personne. Quand on dit que c'est la responsabilité de l'État ou du gouvernement, c'est qu'on ne veut engager la responsabilité de personne. Si je viens à la mesure prise par le préfet d'Ivory, c'est une mesure entièrement farfelue. Mesure entièrement farfelue pour la simple raison qu'un camion en très mauvais état sur des gens dans la ville de Douala, on interdit aux camions de passer. Il y a des camions qui sont en très bon état et qui ne vont jamais tuer personne là. S'il y a des freins, si la manutention est faite par des logisticiens réels, parce que les billes de bois, j'ai discuté l'autre, je suis resté 2h30 lundi quand j'allais à Yaoundé, 2h30 minutes, je suis parti de Douala à 5h et je suis parti de Bamba à 7h30 à cause de cette mesure-là. Il y a des gens qui payent des impôts, qui ont investi, ils ont pris des crédits en banque pour acheter des camions de bonne qualité et transportent les billes de bois selon les normes. Mais il y a des gens autour de Douala, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui font dans le bois clandestin autour d'ici. C'est un bois qui circule sur notre périphérique là et qui ne vient pas en réalité d'ailleurs. Et on pénalise tout le monde. Quand un véhicule transporte 8 billes de bois au lieu de 3, par des bétois jusqu'à Douala pour tuer les gens en Dopassi, c'est la responsabilité de certains individus. Il faut qu'on arrête de parler de l'État. Parce que ces voitures-là traversent des contrôles. Il y a des Camerounais qui prennent le mandat de l'État alors qu'ils ne méritent même, leur place est en prison. Il faut récuser leur mandat
de fonctionnaires de l'État du Cameroun et les dénoncer. Donc il ne faut pas que tout le monde paye pour une personne. Si les véhicules, le process, parce que depuis quelques temps avant, vous ne pouvez plus faire la visite technique comme avant. La visite technique, le certificat est numérique, ça sort avec le véhicule, on filme, il y a les heures, on voit l'instant où vous avez contrôlé le véhicule, ça apparaît sur votre vignette d'aujourd'hui. Donc toutes les films apparaissent. Avant, vous pouviez garer votre véhicule chez vous, aller faire la visite technique. Ce n'est plus possible maintenant. Ça, c'est une étape. Mais lorsque des individus, parce qu'il faut qu'on parle de l'État, des individus décident de donner la mort aux autres avec des fourgonnettes qui sont des cercueils qu'on importe aujourd'hui au Cameroun, des camions qui sont des cercueils également, il faut que cela s'arrête. J'ai toujours dénoncé... Mais ça passe par la douane, on dit. Non, la douane vous avez dit qu'ici aujourd'hui, la douane, c'est... Au Cameroun, la douane ne fait pas son travail. La douane, c'est l'argent. Ailleurs, la douane, c'est justement le contrôle matériel. Bien sûr. Les gens pensent que lorsque vous partez en douane payée, même il y a des gens qui ont des conteneurs qui viennent avec les pièces d'armes. Vous pouvez porter même un conteneur de fusil. Ici, j'ai l'impression que les gens ne voient pas comment qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsqu'on fait entrer n'importe quoi dans un pays. La douane est là pour filtrer, pour trier ce qui rentre, pour que le pays ne soit pas un dépotoir. Ce n'est pas ce qui est fait. Et là, ce n'est pas la responsabilité de l'État du Cameroun. Il y a la gendarmerie nationale. Je ne veux pas jeter en pâture un corps de l'État. Si la gendarmerie nationale continue d'avoir le mandat pécunier et financier qu'elle a, ça ne va pas marcher. Parce que c'est elle qui est présente sur tous les corridors. Tous les week-ends à partir de jeudi, la gendarmerie nationale est en route avec les radars. Moi, j'ai eu un accrochage avec un individu qui se prend en compte. Vous voyez des jeunes fonctionnaires qui agressent, humilient les citoyens, qui bafouent même l'État parce qu'ils veulent vous prendre 25 000 francs. À ce point, on dit on contrôle la vitesse. L'excès de vitesse n'est pas la principale source d'accident. C'est même l'une des dernières sources. Si vous avez un véhicule en bon état, sur une bonne route, quand vous allez au rallye, il y a combien d'accidents au rallye? Les gens font exploser le compteur et puis ce n'est pas là l'accident. Ici, on vous dit, nous sommes on est au point de la zone de 110. Sur la zone de 110, il y a 40 camions en panne, là sur la route. Personne ne s'occupe de ces camions parce que ça ne leur rapporte rien. On s'occupe d'interpeller un véhicule qui aurait circulé à 63 km au lieu de 60. On vous prend 25 000 francs. Et c'est quand vous attendez, je suis allé ici, juste à côté, à Bomono, là, après Bono, vous les voyez, ils gardent un véhicule sur place pour 45 minutes. Il y en a qui restent là pendant 1 heure, parce qu'il y a le rang, et les gens avec de gros ventres perçoivent de l'argent. Quand vous faites 40 minutes sur place pour payer, ce que vous faites, c'est que dès que vous partez de ce point, comme il l'expliquait tout à l'heure, vous remettez la vitesse, et vous savez que le contrôle étant donc seulement à ce point-là, il faut rattraper les 45 minutes. Donc le but était peut-être louable. L'objectif au départ, c'était de limiter la vitesse, mais en rendant cette activité une activité lucrative, où on voit un ancien CER de venir et dire que non, ils ont beaucoup travaillé. Je dis, ils ont eu 3,5 millions en route, ils ont eu 4 millions, alors qu'aucune disposition de la loi ne leur permet de devenir, n'est-ce pas, une partie du trésor public. Ouais, les gens, il y a donc des fonctionnaires de police et de gendarmerie qui sont en route pour s'assurer que c'est pour la sécurité des citoyens. Or, on se rend compte que c'est des postes de péage. Si on veut parler, chaque fois, il y a eu un accident de circulation sur la falaise, à Tchang. Ce que vous avez vu, c'est quoi? Vous avez vu le ministre de la République aller avec les marabouts, faire des rites, comme si personne... On vous dit que les gens ont transporté du carburant frélaté dans un véhicule, ça a explosé, ça a causé la mort d'autrui. Vous allez avec les marabouts pour faire le rite. Quelques jours après, vous avez un autre accident au même endroit. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Tout le monde sait que si vous voulez aborder la falaise à la descente avec un véhicule dont les freins datent et les plaquettes datent de très longtemps, ou si vous avez des plaquettes qui viennent d'un pays qu'on ne connaît pas, vous aurez les mêmes conséquences sur cette falaise. Oui. Après cet accident, la tendance c'est quoi? C'est que les routes, il y a des agences qui sont suspendues. On ne suspend pas une agence de voyage parce qu'il y a eu un accident de la circulation. Et de moins en moins, ces agences sont impliquées. Parce que s'il y a des contrôles, quand les contrôles réels ont fait que la situation évolue, il y a très peu de bus de mauvaise qualité aujourd'hui. Les bus qui sont... Moi, je suis parti avant-hier. Sur la route, il y a des camions. Ce matin encore, il y a mort d'homme sur la... Je crois, après, entre Idéa et... Parce que... 2 camions. Toujours les camions.
Et dans la rue, tout le monde sait que les camions aiment faire l'accident. Quand on dit les camions, c'est que les camions sont au Cameroun généralement en très mauvais état. Il faut que les mesures prises par l'autorité concernent beaucoup plus la qualité, n'est-ce pas, des environs. L'accident, dans la terminologie, l'accident, c'est quelque chose qui arrive par hasard. Mais de plus en plus, on n'a pas d'accident qui arrive par hasard. Les accidents sont prévisibles. Quand on voit les types de billes de bois qui se retrouvent dans les ravins, mais aucun véhicule normal ne peut porter autant de billes de bois. Quand vous circulez à Douala, chaque fois que les billes de bois ont fait des victimes, ce n'était pas sur un camion en bon état. C'était sur un camion complètement délabré. C'était avec... ce sont des billes qui ne sont retenues voilà, qui ne sont pas bien tenues. Donc il faut qu'on contrôle. On ne peut pas avoir un pays où les gens viennent rester 4 heures, 6 heures sur place avec un camion qui doit payer des impôts, qui doit payer un chauffeur, qui doit aller déposer une marchandise au port, alors qu'on peut contrôler tout simplement Monsieur Guy Laurent, Xavier Bellemé a parlé de l'état des routes, de l'éclairage sur les axes, on n'en a pas vraiment. Denis Kobo, lui, il a souligné la qualité des contrôles et même des véhicules. Le professeur Koyok pense qu'on ne doit pas pour autant toujours indexer l'État. À votre avis, quelle est la part de responsabilité? Moi, je vous interroge. Quelle est la part de responsabilité de l'État dans ces défaillances? Disons que je suis un féru de l'analyse systémique et donc je fais mien les éléments qu'ont donné les autres panélistes qui sont des éléments vrais. Maintenant, vous posez la question sur la responsabilité de l'État. Je vais vous répondre froidement en vous disant nous avons deux types d'obligations en général quand on est dans une fonction. Il y a souvent chez les avocats, par exemple, on parle d'obligation de moyens, et les médecins aussi, des obligations de moyens. Mais je voudrais dire qu'en face de l'obligation de moyens, il y a l'obligation de résultat. Et que l'obligation de l'État n'est pas forcément l'obligation de moyens, mais l'obligation de résultat. Il est question pour nous de travailler à ce qu'il n'y ait plus d'accidents sur la route. Il est question de travailler à ce qu'il n'y ait plus d'accidents sur la route, mais que les gens puissent vivre, que les gens puissent circuler. Tout à l'heure, Denis nous a dit qu'une des décisions du préfet était saugrenue, celle de dire les voitures ne roulent plus en journée. Il a tout à fait raison. C'est comme si on vous disait qu'il y a eu un incendie à Niobel hier, et on vous dit que non, il faut annuler, il faut arrêter avec AESonnel. Comme ça, si on n'a plus de lumière, il n'y aura plus d'incendie lié à l'électricité. Si une maman décède, si un enfant décède dans une maison parce qu'il a bu de l'eau de, comment on appelle, de camwater, qui aurait été empoisonnée, donc un préfet va débarquer et vous dit, bon, personne ne boit plus l'eau de la camwater ici parce que cet enfant est mort. Non, non, je crois que c'est une sorte de déresponsabilisation, de fuite en avant que nos administrateurs ne doivent plus avoir. Mais simplement aussi, j'ai entendu notre grand frère Denis nous dire que l'État n'était pas représenté par quelqu'un. Non. L'État, oui, reprenez-moi rapidement. Dire que les gens se cachent derrière l'État pour commettre des forfaits. Voilà. Donc il faut, et là, ça fait mille fois que je répète qu'au Cameroun, oui, de plus en plus, engageons la responsabilité individuelle, parce que même quand vous êtes fonctionnaire d'État, merci. Donc j'y arrive. Vous avez donc là maintenant c'est plus clair. Là c'est plus clair pour ceux qui nous écoutent, parce que l'État est représenté par un agent qui a un mandat, que nous lui avons donné, qui ne doit pas dépasser, merci, et qui ne doit pas non plus. Voilà, voilà. Donc on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'État c'est un individu. À chaque fois que l'État s'exprime, c'est un individu qui a la responsabilité de cette expression-là. Donc, je pense qu'il est important de remettre cette responsabilité à ceux qui la tiennent. Donc, quand je vous dis que l'État a l'obligation de résultat, ça veut dire que l'État doit mettre tout en œuvre pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Parce que l'accident, comme vous l'avez également dit tout à l'heure, n'est pas quelque chose qui doit arriver de manière traditionnelle. Un accident, c'est une exception. Ça veut dire qu'on a tout mis en place, mais c'est quand même arrivé. On a tout fait pour que ça n'arrive pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est que tout faire pour que ça n'arrive pas? Madame Léla, la route, c'est, on va dire quoi? C'est une question de politique publique. Et dans les politiques publiques, il y a des parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes de la route, c'est-à-dire de la circulation? C'est d'abord l'État, non? Qui doit mettre en place les infrastructures nécessaires pour que les gens puissent circuler. Après, la responsabilité de l'État qui doit mettre en place les infrastructures, et pas n'importe quel type d'infrastructure, des infrastructures qui garantissent notre sécurité. Parce que nous avons donné le mandat à l'État de nous faire des routes.
Donc on doit pouvoir, sur ces routes-là, être en sécurité. Et la route est un autre acteur de la circulation. C'est-à-dire que la route doit pouvoir nous parler. Madame, quand vous êtes sur une route, elle doit pouvoir vous dire des choses. Je dois avoir des signes qui me parlent. Monsieur 50, monsieur allez à droite. Monsieur, dites-moi, est-ce que les routes camerounaises parlent aux usagers? Est-ce que nos routes nous parlent? Et qui a la responsabilité de faire à ce que nos routes nous parlent? C'est l'État. Ce n'est pas moi le citoyen. J'ai donné mandat à l'État et je lui ai donné les moyens. Je lui ai donné tous les moyens pour que je puisse jouir de mon droit de circuler. Qui est encore, professeur Koyok, un droit fondamental? Celui de circuler. Donc, l'État doit garantir aux Camerounais, aux usagers, aux citoyens, de pouvoir circuler en toute sécurité. Est-ce que l'État joue ce rôle? En toute responsabilité aussi. Merci. Est-ce que l'État, bien sûr, est-ce que l'État joue ce rôle? Là, vous m'avez demandé quelle était la responsabilité de l'État. Je vous ai fait un petit développement. Non pas que je dise que la responsabilité est simplement celle de l'État, mais de vous démontrer que la responsabilité première et principale est celle de l'État à qui nous avons donné mandat. Maintenant, il y a également la responsabilité, je voudrais bien lui dire, parce que nous sommes un parti politique, il faudrait qu'on assume les politiques qu'on propose aux Camerounais. L'usager de la route a une responsabilité. Je voudrais le dire aux Camerounais. Quand l'État, normalement, nous a donné l'infrastructure, nous avons aussi, nous, la responsabilité de pouvoir circuler et de pouvoir être responsable sur la route. J'ai souvent eu l'habitude de dire aux chauffeurs, que ce soit au mien, dans mon propre véhicule, ou bien si j'emprunte un véhicule de transport en commun, quand vous roulez sur une route, vous ne roulez pas simplement pour vous. Vous roulez pour l'autre. Il me dit, non, j'avais la priorité. J'ai dit, non, vous n'aviez pas la priorité. Peut-être vous avez la priorité dans les textes, mais vous êtes aussi là pour assurer la sécurité de celui qui vient en face de vous. Vous ne savez pas si en venant, il a pris un verre de trop. Donc vous allez aussi prendre des précautions pour que sur cette route, chacun de nous puisse être en sécurité. L'autre acteur de la route, Madame Léla, c'est la société civile. Est-ce que la société civile joue son rôle dans ce qui est de la sensibilisation? Je vais vous dire, nous sommes à Douala. Nous avons pris un véhicule à Deido pour Bonamou Sadi. Et puis, subitement, sur la route, il y a un policier qui est au pont Bonabassem. Je suis dans le taxi. Le chauffeur taxi voit le feu au vert et traverse en trombe. Je lui dis, non, monsieur, comment est-ce que vous pouvez traverser la route alors qu'il y a un policier au centre qui ne vous a pas donné l'autorisation? Mais il dit, non, il y a le feu vert, donc j'ai la priorité. J'ai failli me dire que voilà comment nous mourons sur nos routes. C'est-à-dire que vous avez des chauffeurs qui eux-mêmes ne sont pas formés et ne connaissent pas quelles sont les règles qu'ils doivent pouvoir respecter quand ils sont sur une route. Je lui dis, monsieur, et là je profite pour dire cela aux citoyens, chaque fois qu'il y a un policier sur la route, le policier devient les feux de signalisation. Le feu de signalisation arrête de marcher dès lors qu'un policier prend le contrôle de la route. Donc il y a la responsabilité principale de l'État, il y a la responsabilité du citoyen, il y a la responsabilité de tous les autres acteurs qui encadrent la circulation, que ce soit le conducteur ou bien ceux qui nous fournissent comment vous appelez ça, les trucs pour contrôle technique des véhicules. Voilà. Covid-Gate, le ministre de la Communication demande aux médias de ne pas livrer les membres du gouvernement cités dans le rapport de la Chambre des comptes à la Ligue populaire. René Emmanuel Sadi, en soulignant le principe de la présomption d'innocence, demande aux Camerounais de faire confiance à la justice camerounaise. Xavier Bélébé, comment est-ce que vous analysez ce communiqué de René Emmanuel Sadi? Oui, il est redondant. Je pense qu'il évoque une question et son contrat à la fois. Moi, mais excusez-moi, Madame Leila, j'aimerais dire une chose d'avance. Je crois que j'avais cru que quand Madame Koyok faisait allusion à cette crise sanitaire, elle devait d'abord rendre hommage et remercier l'honorable Jean-Michel Michel. Il faut le dire. Et c'est l'occasion pour moi ici d'interpeller tous ceux-là qui ont dit des choses énormes à son endroit. Sur 180 députés que compte le Cameroun, un seul député a pu dénicher, découvrir que nous étions là en plein terrorisme d'État contre les Camerounais. Parce que ce qui s'est passé, Madame Lula, c'est du vrai terrorisme. C'est des terroristes qui gèrent ce pays. Il est indécent moralement. Qu'on voit ça. Donc,
je crois que les gens auront le courage de prendre la parole publiquement, adresser les excuses à l'honorable Jean-Michel Nti. Et de deux, et ce que l'ordre gouvernant, notamment le parti État, depuis un moment dans sa communication, essaye de démontrer que ce rapport n'est pas celui de la Chambre de compte, mais en oubliant que les gens sont en ce moment-ci devant le TCS, des ministres, on parle, je crois, 17 déjà, qui sont passés déjà devant le procureur général du tribunal criminel spécial. Alors, on ne peut pas ouvrir une information judiciaire si jamais il n'y a pas des éléments qui incriminent gravement un certain nombre de gestionnaires de la fortune publique. Moi, je crois que c'est parce qu'il y a des éléments qui sont contenus dans ce rapport qui incriminent gravement ceux qui ont eu à gérer ces fonds Covid. 180 milliards de gens sont partagés ça de manière comme c'était des grains d'arachide, alors qu'ils étaient censés aller sauver la vie des Camerounais. Alors, voilà comment donc on se retrouve. Donc le fonds Covid et le communiqué du ministère ça dit, donc je crois que il est passé à côté. Quelquefois, il est mieux de garder le silence que de dire un mot, parce que la situation est extrêmement grave. On peut même prendre ça comme de la provocation. Nous ne sommes pas en train de nous substituer au tribunal ni à la justice pour juger les uns et condamner les autres, mais nous sommes ici. La Chambre de compte est dans son droit, elle ne s'est jamais plaint, il faut le souligner. Jusqu'ici, en tout cas, à ma connaissance, je suis pas au courant qu'elle s'est plaint que ce qui défile comme son rapport est faux. Professeur Koya, comment est-ce que vous appréciez l'attitude du ministre de la Communication, solidarité gouvernementale? Moi, le ministre est dans son rôle. Vous savez qu'au Cameroun, nous sommes dans un gouvernement des réseaux sociaux. Et les ministres sont les agents de ces réseaux sociaux. Je crois que les ministres sont les agents de ces réseaux sociaux? Les ministres du gouvernement des réseaux sociaux sont ces agents-là qui évaluent sans avoir la qualité d'évaluateur. Parce que quand vous voyez tout le monde sur un dossier qu'il ne maîtrise pas, j'avais demandé à un journaliste, vous êtes détenteur des correspondances du SG vers un ministre, êtes-vous le destinataire? Est-ce que vous savez que les gens fabriquent des correspondances et mettent dans les réseaux sociaux? Vraiment, c'est la grande question. La correspondance administrative n'est pas une lettre qu'on rencontre partout. La correspondance s'adresse à un service particulier, mais pas à tous les Camerounais. Ça veut dire que même le communiqué du ministère de la Communication, c'est un fait. On peut de ce communiqué du ministre de la Communication. Est-ce que ce sont les Camerounais qui vont dans les administrations chercher ces documents pour les mettre dans les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les Camerounais des réseaux sociaux? Pour faire disqualifier notre débat, donc même les lettres du ministre là. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a les gens qui disent des choses et leur contraire. Certainement parce qu'ils ne connaissent pas les mécanismes. Ils ne connaissent pas comment cela fonctionne. Vous ne pouvez pas nous dire que parce qu'un ministre est passé par une enquête judiciaire, vous le condamnez. Ça, c'est les prémices. Une allégation n'est pas... Voilà, c'est les prémices. Je prendrai note. Non, je dis que ce n'est que l'étape préalable. Parce que vous avez déjà condamné. Vous dites qu'ils sont passés au TCS. Si on vous dit maintenant, est-ce que vous avez les rapports de leur passage? Vous n'allez rien dire. Et quelqu'un va aller fabriquer un papier, il va vous dire, il y a tel ministre qui tremblait déjà. Non, je dis qu'on cesse ce gouvernement des réseaux sociaux. Même s'il y a une affaire en cours, qu'on laisse ceux qui ont l'expertise dans ce domaine expertiser. Personne n'encourage le détournement d'argent. Mais ce que le ministre de la Communication décrit, c'est que tout le monde est devenu magistrat. Hein? Tout le monde est devenu procureur. Tout le monde, parce que quand une affaire passe devant une enquête judiciaire, c'est le rapport de cette enquête qui doit arriver chez le procureur, qui seul peut qualifier les faits, que ce soit au niveau du tribunal spécial et tout le reste. Mais tout ce que vous racontez,
quelqu'un est passé, vous l'avez même déjà condamné, alors que vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites. Moi, je me dis, le ministre est dans son rôle, en tant que porte-parole du gouvernement, pour que les gens ne disent pas, comme vous veniez de le dire, que pourquoi la Chambre des comptes n'a pas démenti. Effectivement, il y a un magistrat dont le nom n'a pas été cité ici, qui a dit que ces rapports n'est pas le leur. Mais vous ne voyez, écoutez, peut-être vous l'ignorez, peut-être que vous l'ignorez. Dites-le Camerounais, on est là devant le Camerounais. Non, écoutez, il sait, s'il veut, il dit le nom, mais moi, je ne suis pas là pour citer les gens. Il a dit, cette enquête n'est pas la leur, ce rapport n'est pas le leur. Je vous ai dit tantôt que dans une société comme la nôtre, quand il y a une norme, les Camerounais sont très forts pour fabriquer des contre-normes et qui risquent maintenant de brouiller la mentalité des Camerounais qui ne vont suivre que les contre-normes. L'enquête est là. Le président a instruit. J'ai refusé tout à l'heure qu'on attribue un acte gouvernemental à un individu qui ne connaît même pas évaluer la gouvernance publique. C'est pour cela que j'ai parlé de lui. C'est le président qui instruit. Ce n'est pas votre député. Et après l'instruction du président, vous savez bien que lorsque les ministres ont reçu les financements, le Premier ministre a sorti, si vous voulez, la manière dont seront gérés les fonds, en prescrivant, en indiquant qu'il y aurait l'audit. Mais aujourd'hui, qu'un citoyen se mette au carrefour pour dire c'est grâce à moi quand on a fait ceci, mais s'il est donc grâce à lui, nous sommes dans une démocratie représentative. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez donné un mandat, vous avez bien dit cela tout à l'heure, sauf que vous l'avez biaisé. Lorsque vous avez donné un mandat à quelqu'un, vous ne pouvez pas empêcher qu'il exerce le mandat. Et vous ne pouvez pas à chaque moment décrier, n'a pas fait ceci, attendez à la fin de son mandat pour que vous lui refusiez un autre mandat. C'est comme ça que ça se passe en démocratie. Donc, quand vous avez donné un mandat à quelqu'un, vous empêchez cette personne d'agir. Vous créez un gouvernement parallèle des réseaux sociaux qui vous dit ce que vous devez faire. Mais ce n'est pas sérieux, monsieur. Monsieur, comment est-ce que vous appréciez le contexte dans lequel intervient ce communiqué du ministre de la Communication? Est-il opportun? Nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. Et je crois qu'il est important, quand nous sommes en face des citoyens, parce que nous sommes à la télévision, nous sommes là aussi pour les éduquer. Et quand j'entends des choses extrêmement graves pour nous qui avons foi en la démocratie, je fais beaucoup d'efforts pour me maîtriser. Oui, la démocratie parce que je vous explique, professeur, parce que je vous ai écouté, professeur, oui, et que je vais vous dire si c'est vous qui dites ce qui est une et son contraire ou pas. Quand dans un pays démocratique, on nous explique qu'on doit... démocratique. Quand dans un pays démocratique, je suis peut-être le principe, professeur, vous êtes enseignante. Quand dans un pays démocratique, c'est peut-être le principe. Laissez-moi aller avec mon principe, madame. Okay. Merci. Quand dans un pays démocratique... Comme le nôtre. Quand dans un pays démocratique, si vous allez pouvoir être discipliné, ce serait bien. Quand dans un pays démocratique, on peut nous dire qu'on a donné un mandat à quelqu'un et qu'il faut venir à la fin du mandat pour voir si on lui redonne ou pas. Alors qu'on est professeur, j'espère, je crois peut-être pas de droit, cela m'étonnerait. Madame, quel est le rôle d'un député? C'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle-là se fait en permanence. Il n'est pas qu'on le prend au début du mandat, on revient à la fin d'un mandat. On éduque nos enfants à la télévision. C'est le rôle du député. Un député a pour rôle de contrôler l'action gouvernementale, en plus du principal qui est de faire la loi. En plus du principal qui est de faire la loi. Donc, nous devons applaudir l'action de l'honorable Jean-Michel Ninche devant les Camerounais et de dire que c'est de son rôle, chaque fois qu'il estime qu'il y a un indice qui viole les intérêts du peuple camerounais, c'est de son rôle, madame, de dénoncer. Il ne doit pas dire, vous ne devez pas nous dire qu'on est qui. Parce que j'ai souvent eu l'habitude de dire que même en tant que citoyen, je continue, même en tant que citoyen, j'ai ce droit-là, madame. Quand je suis invité sur un plateau comme celui-ci, la liberté d'expression me permet de dire qu'on gère mal mon argent. Heureusement je dis que ma liberté d'expression, sinon il n'y en a pas. Parce que quand on veut s'exprimer, vous nous mettez en prison. Vous nous mettez en prison. Des fois, on te dit, non, tu es sur le plateau là, comme tu parles là,
là, on peut t'attendre en bas. Mais ça veut dire que, bien sûr, j'ai fait 10 mois, oui, j'ai fait 10 mois en prison pour ça. Oui, parce que j'ai voulu m'exprimer. J'ai voulu m'exprimer et vous avez dit non. Donc je veux dire que c'est extrêmement grave, Madame Lila, que sous un plateau, qu'on dise aux jeunes Camerounais n'ont pas le droit de s'exprimer, qu'on dise aux jeunes Camerounais que pendant qu'un gars... Pendant qu'on a donné notre mandat à quelqu'un, on doit simplement s'asseoir et attendre 7 ans. C'est extrêmement grave en démocratie et on ne devrait même pas laisser passer ce genre d'expression sur des plateaux de télévision où on éduque les Camerounais. Je voudrais mandat impératif, ça n'a rien à voir, madame. Il faut aller voir vos enseignants de droit pour vous expliquer ça. Voilà. Ne faites pas toujours vous expliquer les choses. Elle enseigne la sociologie. Ah, je comprends. Donc, je comprends. Merci. Donc, là, c'est un... Je n'enseigne rien, mais je dis aux Camerounais ce qui est de ces notions en démocratie. Je poursuis là, parce que je ne suis pas encore dans votre question. Je vais poursuivre. C'était des préalables, parce que j'ai entendu des choses pas acceptables. Et je parle encore de responsabilité sociétale des médias. C'est des choses pas acceptables. Même si on lui pose 10 choses, il va revenir sur ce qu'il a écrit sur son papier. Donc, j'allais continuer pour dire que je prends des notes. Chaque fois que vous parlez, quand quelque chose ne va pas, je note. Monsieur. Je dois noter pour dire aux Camerounais comment il y a l'incongruité qu'il y a. Moi, j'aime bien vous. J'aime bien. Vous n'allez pas pouvoir me déstabiliser sur ce plateau. Donc maintenant, ce que j'ai prévu de dire aujourd'hui sur cette question, qui n'est pas écrit. Vous l'avez dit au Camerounais, je suis du MRC. Il y a un jour exactement, Madame Leila, le porte-parole du MRC, et je vais devoir vous demander la permission de dire ces quelques phrases pour que les Camerounais comprennent où se trouvent ceux qui disent une chose et font le contraire comme vous demain. La présomption d'innocence à géométrie variable. Ça, c'est un communiqué de M. Emmanuel Joseph Ateba, qui est le porte-parole, le Sénacom, le secrétaire national de la communication du MRC. Voici un homme du nom d'Emmanuel Sadi, ministre de la communication du Cameroun, qui n'a pas hésité de prononcer une condamnation à mort contre Maurice Kamto à la suite des manifestations des Camerounais de la diaspora, après la répression barbare des militants du MRC à l'occasion des marches pacifiques du 26 janvier 2019. Dans un communiqué et dans les antennes des radios et télévisions, M. Sadi a désigné Maurice Kamto coupable, alors même qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui et qu'aucune instruction n'avait été ouverte à cet effet. M. Sadi se rappelle du sacro-saint principe de la présomption d'innocence. Les centaines de militants du MRC sont qualifiés de terroristes, emprisonnés et poursuivis devant les tribunaux. Oui, madame, laissez-moi finir. Devant les tribunaux, sans aucune preuve d'acte de terrorisme sans qu'aucune preuve d'acte de terrorisme ne soit établie à leur encontre. Ceci dit, fidèle aux valeurs du MRC, si cher à son président, professeur Maurice Kamto, nous attendons que les droits de toutes les personnes soupçonnées avoir distrait les fonds Covid-19 soient respectés et qu'ils bénéficient d'un procès équitable. Je commence par la fin. Tout comme les ministres qui sont arrêtés depuis plusieurs années dans ce pays sur la question de l'opération Épervier, et donc très souvent les procédures n'ont pas été respectées. Nous demandons que M. Emmanuel René Sadi fasse aussi pareil qu'il est en train de faire avec la solidarité gouvernementale aujourd'hui. Qu'il fasse tout pour s'assurer que les procédures contre tous les anciens ministres qu'on accuse de détournement, opération Épervier, il y en a plein dont les procédures n'ont pas été respectées. Quand j'étais à Konengi, j'ai vu plein de jeunes qui sont depuis 2 ans, 3 ans, et qui sont souvent accusés pour des délits ou des crimes dont le maximum de la peine ne dépasse pas 6 mois. On viendra les condamner dans 5 ans à 6 mois d'emprisonnement, alors qu'on leur a volé 5 ans de leur vie. C'est de ça qu'il s'agit, madame. La politique, c'est de l'humanité aussi. Mais vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes là parce que vous avez un autre mandat pour protéger nos intérêts. Vous faites de ce pays ce que vous voulez. Et cette affaire de Covid-Gate, elle est là. Nous avons parlé de la canne, c'était 3 000 milliards. Il a soupiré. C'était 3, oui. Il va déverser. Parce que sur ce plateau, je n'ai pas envie. Parce que sur ce plateau, je n'ai pas envie de pleurer. Quand je sais qu'à cause du scandale Covid, il y a des médecins qui sont morts, il y a des infirmiers qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de matériel de protection, alors qu'on voit qu'il y a eu de l'argent qui a été mis pour acheter le matériel de protection. Ces médecins qu'on a vus à la télévision mourir,
On pouvait faire quelque Ouais, chose. l'agent de Je vous ai survie va au entendu. Cameroun. Je vais répondre sur ce. Si vous voulez, on en C'est parle. où? On en parle. J'ai vu des médecins mourir alors qu'ils auraient pu être protégés. Survivre On au a Cameroun. vu des gens mourir parce qu'il manquait des respirateurs dans des hôpitaux, alors qu'on avait 180 milliards et que des ministres se partageaient cet argent-là. Je crois qu'à un moment de la Vous en politique, avez acheté combien? à un moment donné, je vous réponds. Vous parlez de Survival, je suis Oui. heureux. Avec l'opération Survival, professeur, Oui. avec l'opération Survival, Les véhicules, où il y a eu, bien sûr. il y a eu quelques petits soucis, Les aspirateurs, où il y a eu quelques véhicules. petits soucis, le professeur Maurice Kamto, de A manière acheté les exemplaire, véhicules. le professeur Maurice Kamto, de manière exemplaire, a demandé qu'il y ait un audit indépendant et même international. Et là, laissez-moi finir, parce que c'est une attaque extrêmement grave. J'ai entendu certains jouer avec ça dans les médias. Il a demandé qu'il y ait un audit international indépendant. Professeur Koyok, nous souhaitons que ce qui se passe à la Chambre de comptes ne s'arrête pas là. Oui. L'exemplarité serait quoi? Comme a demandé le, je termine. Comme a demandé le FMI, parce que je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai encore noté, Oui. donc j'écris toujours. Vous avez dit, au niveau des organisations internationales, il y a la bonne pratique. Moi, quand j'ai géré un projet de 300 millions, je rendais compte progressivement et ensuite on me reversait ce qui manquait encore. Vous avez dit la redevabilité est exemplaire. Et monsieur, C'est ça. et tout à l'heure, oui, tout à l'heure, notre grand frère Denis vous a demandé, non, c'est peut-être là qui vous a demandé, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pareil au niveau Partout. de l'État? Exactement. Et c'est le président C'est pour Paul ça- Biya qui C'est pour l'instruit. ça, le président Paul Biya l'instruit. Ah, S'il instruit, avait- il le dit. si le président Paul Biya l'avait instruit, on aurait déjà commencé à appliquer l'article 66. Madame Léla, s'il vous plaît. Il y a L'article aucun lien. 66, Vous qui est la terminez. base, merci, je termine dessus, Il y a aucun qui est lien. l'article 66, qui est la base Qui dit de, quoi? de l'article 66 de la déclaration des biens, qui est la base, n'est-ce pas, C'est dans l'audit. un état de transparence. L'audit, donc, c'est quoi? L'audit, c'est le contrôle ultime, le contrôle suprême. Tout à l'heure, on a eu avec la Covid-Gate, on a la Cour des comptes, qui en fait est un démembrement du ministère de la Justice, donc un pouvoir qui est étatique. Nous, au MRC, Là, c'est nous la bonne demandons, institution, nous alors. demandons au MRC, comme on l'a fait avec les fonds survie, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, nous demandons qu'il y ait un audit international indépendant pour savoir ce qu'ils ont fait de ces 180 milliards qui a causé la mort, alors que nous, avec seulement 500 millions, avec seulement 500 millions, Léla, on a pu offrir des respirateurs à au moins 30 centres hospitaliers dans ce Merci, pays monsieur et qu'on a Koba. distribué des Merci, gels monsieur Koba. et des masques. 25 Mais avec 180 milliards, vous 25 n'arrivez pas à merci, offrir merci, un seul monsieur masque. Koba. Je vous fais une déclaration qui va vous étonner. 25 Il y a des virgule. institutions dans ce pays qui ont utilisé les photos des opérations de survie pour donner des rapports à l'étranger. Des institutions Mais vous êtes publiques. fort pour Et ça. c'est extrêmement grave. Ce n'est que ça que vous On en savez reparlera faire. plus tard. Denis Kobo, Les est-ce véhicules que la ont été presse en a achetés. trop fait avec le rapport de la Chambre de comptes? Oui, bon, vous savez que ça devient, c'est difficile de prendre la parole publique au Cameroun lorsque il y a trop de clameurs publiques. Vous vous souvenez que je l'ai dit la semaine dernière. Je vous ai dit ici la semaine dernière qu'on se livrait à un exercice qui était scandaleux. C'était scandaleux. Et moi, je pense plutôt que la réaction du ministre de la Communication vient trop tard. Il y a des gens au Cameroun qui piquent une colère, qui ont des démangeaisons lorsqu'on leur rappelle des principes professionnels. Le rapport, là, je vous ai dit que le document qui était ici l'autre jour ne renvoie à rien sur le plan technique. Parfois, il faut aussi respecter quand même les métiers des gens. Absolument, je suis d'accord. Le rapport dit de quoi de la Chambre de compte? Aussi de la Chambre de compte, ça ne ressemble pas à un rapport. Je ne cite pas les institutions de la République. Et il m'est arrivé de voir un jour un rapport de la Chambre de compte. Ce n'est pas comme ça que ça se présente. Ce n'est pas comme ça que ça se présente. Et si on veut avoir un pays où les rapports sont sains entre les citoyens, il faut arrêter. Autre chose. Maintenant, ils ne rentrent pas dans... On a su des choses qui sont dites. Quand la clameur publique dirige un pays, ce pays-là, on s'achemine, c'est une formule, ça s'achemine vers la falaise ou un mur, C'est la un jungle. torrent. Oui, il faut la clameur publique. C'est dangereux. J'ai également dit la semaine dernière, Léla, et ça, on me l'a appris à l'école de journalisme, et c'est ce que je transmets aux étudiants. La gravité d'une allégation en matière d'investigation n'entraîne pas sa véracité. C'est pas parce que c'est trop grave. Et la gravité des allégations a souvent poussé à des procédures contre des gens, des procédures qui disent à la fin, on voit que Il y avait c'est rien. rien. Chut. Donc, si on dit que telle personne a violé 500 filles, tout le monde dit qu'il faut qu'on mette ce gars en prison. Oui. Parce qu'on dit que c'est quand même le viol de 500 femmes. Donc, et on sait donc qu'il y a une tendance donc, à cette exagération-là pour créer
l'incident. Je vais dire quelques mots sur cette affaire dite Covid-Gate. Quand on veut faire une bêtise, on la fait et on s'organise pour la justifier. En tant que défenseur de droit, et vous parlez de Ramich qui est mon ami, j'ai toujours critiqué la formule qu'il a utilisée sur l'affaire Covid-Gate. Il y a eu un acharnement immoral, inacceptable contre le ministre Manaouda. Pourquoi est-ce que c'est immoral? Il y a une task force quand même qui gère les affaires Covid. Je ne parle pas de rapport, parce qu'on a dit le rapport là, on ne doit pas aussi parler de je ne parle pas de TCS. Tout le monde sait qui est ordonnateur des dépenses publiques au Cameroun. Donc il faut quand même commencer à dire au Camerounais qu'un ministre de la Santé n'ordonne pas une dépense. Un ministre de la Santé n'est pas au ministère. Il y a le MINFI qui s'occupe de l'argent. Il n'y a pas une caisse au ministère de la Santé publique. Est-ce qu'il faut qu'on aille maintenant chercher un agrégé en économie pour dire qu'il n'y a pas une caisse là-bas? Et qu'il n'y a pas eu possibilité pour toi de mettre l'argent dans une telle caisse qui n'existe pas. Je pense que les éléments qui sont sur la place publique. Il paraît qu'on dit qu'on a pris de l'argent des ambulances. Et là, on n'a jamais payé 100 francs pour les ambulances. Moi aussi, c'est mon honneur que j'en gagne maintenant. On n'a jamais payé 100 francs pour les ambulances. Au moment où nous parlons, les ambulances sont arrivées au port de Douala. Les ambulances sont au port de Douala. Et on n'a pas encore... Comment est-ce qu'on vole l'argent on détourne l'argent d'une ambulance qui n'a pas été payée? On n'a pas payé quelque chose, on détourne l'argent. Comment est-ce que ça peut se faire? Je crois qu'il y a le bon sens. Même quand il y a même des hypothèses, quand les gens sont en train d'enquêter, par exemple l'agent de compte, il y a des hypothèses qu'on peut avancer. Libre à vous de ne pas prendre ces hypothèses qu'ils avancent sur un document pour balancer sur la place publique. Parce qu'on balance sur la place publique, celui qui prend le document ne sait pas dans quel contexte ça a été établi. C'est un document qui est établi. Il y a des allégations, c'est-à-dire que la Chambre entend des choses et elle travaille là-dessus. Quand on ne permet pas qu'avec sérénité, les techniciens fassent un travail, il y a même, je dis que des choses graves contre les résultats éventuels. Vous savez que tel que c'est parti là, quel que soit ce qui sera dit au TCS, soit c'est parce que les ministres sont solidaires entre eux, soit c'est parce que les gens ont beaucoup parlé et puis l'État s'est rétracté. Et on est en train de faire l'audit. Et dans ce qu'on appelle la chronique judiciaire, il y a les avant, il y a les après. On ne peut pas arriver à l'après avant d'avoir commencé par l'avant. C'est-à-dire qu'on commence par l'avant. Tel que c'est parti là, je vous ai parlé plus souvent des exemples des ambulances. On vous dit que l'argent des ambulances est réputé, volé. Je vous dis que l'ambulance, aujourd'hui, à l'émission aussi, je vous dis que l'ambulance est arrivée au port. La population sait autant, la population est manipulée, la population est insultée et traumatisée par nos certitudes personnelles que nous distillons. Et nous distillons ces certitudes personnelles pour une chose simple. Je suis sûr, et là il faut que vous parliez de Covid. Et quelqu'un l'a dit l'autre jour. Dans cette affaire Covid, personne ne dit que le ministère de la Santé publique n'est pas le ministère Covid-19. Le ministère de la Santé publique a toujours existé. Il y a le choléra au Cameroun, il y a même Ebola. Il y a plusieurs épidémies que ce ministère gère. Il y a plusieurs pandémies, il y a plusieurs programmes en cours dans ce ministère. On ne vous parle que de 45 milliards qui auraient été affectés à ce ministère sur 180 milliards. Personne ne vous parle d'un autre milliard. 45 milliards. On cite par extrapolation sur d'autres milliards. On vous dit qu'un ministre a surfacturé quelque chose. Je ne veux pas, mais je prends le bon sens. Il existe une mercuriale. Il existe une personne qui doit autoriser ses prix. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que tout est fait pour justifier quelque chose. Je pense que c'est la guerre des réseaux d'influence qui veut se partager l'argent des Camerounais. C'est pour ça que moi j'attire l'attention des Camerounais. Quand vous voyez les gens se battre, pas pour vous, vous avez vu les accidents en circulation. Les gens ne se battent pas pour les accidents en circulation et personne ne vous parle du ministère du Transport. Personne ne vous dit que la dotation du Minipad pour Covid, c'était 26 milliards. Comment est-ce qu'on peut avoir un ministère qui s'occupe de la santé des Camerounais? Et des gros sous sont logés dans des administrations qui n'ont rien à voir avec mais le plus gros de cette cagnotte a quand même été réversé. C'est pas le plus gros. Il y a, Léla, quand il y a la guerre au Dozo, quand il y a la guerre au Dozo, Léla, je viens. Léla, je viens. Léla, quand il y a la guerre contre Boko Haram, quand il y a la guerre contre Boko Haram,
les militaires, les gendarmes, les policiers sont déployés au front. Est-ce que vous avez vu un jour le ministère des PME au front contre Boko Haram? Est-ce que vous avez vu le ministère des Forêts au front contre Boko Haram? Sauf que D'où viens? Je viens. Il y a la question du gouvernement d'exception aujourd'hui. Je viens. Les tax force. Voilà. Je dis, donc, oui. Que nous sommes en permanence désormais dans une sorte de tax force qui ne respecte plus les canons. Sortir de là également, il y a beaucoup de personnes au Cameroun, notamment dans l'administration, qui ne sont pas des hommes d'État. Et là, je pense que, même sachant des task force, il y a ce qu'on appelle, il y a la signature souveraine d'un État. Oui. Je le dis toujours. Si moi, je suis président de la République, il y a beaucoup de types d'actes que je poserai pour protéger les Camerounais, même contre leur propre gré, même à leur insu. Et ces choses-là, ça se passe souvent ici. Mais comme tout le monde, comme les réseaux sociaux ont pris, comme il y a la clameur publique, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le gouvernement lui-même commence à reculer sur des actes de souveraineté qu'il a posés et qui n'ont pas promis et produit que de mauvais effets. Attends une seconde sur... J'ai dit qu'on a parlé il y a la prise en charge des malades Covid aujourd'hui. Tout le monde dit que le Cameroun est un pays qui a l'une des meilleures prises en charge aujourd'hui. Les gens le disent, les gens qui ne sont pas les amis du Cameroun. Ils le disent. Tout le monde sait que quand vous allez dans les aéroports, il y a l'existant. Les tests. Moi, j'étais avec l'autre jour avec une étrangère qui arrive au Cameroun qui devait faire. Ça s'est fait tellement rapidement. Alors, en même temps, vous vantez la riposte camerounaise. En même temps, on vante le fait que le nombre de malades diminue. En même temps, nous nous organisons. Que ce soit des citoyens ordinaires, que ce soit certains dirigeants du pays, à saboter le capital de confiance né de la gestion, de notre gestion de la pandémie. Si vous dites ce que vous dites, pourquoi ont lieu ces auditions au TCS? Mais Léla, il y a un ministre de la Communication qui vient de vous dire quelque chose. Lorsque on convoque, chaque fois que je vois sur la toile, on a convoqué tel. On peut me convoquer M. Kwame demain en justice, on peut me convoquer. Non, je viens. Non, je dis que Léla, j'ai dit que n'est-ce pas, j'ai dit qu'on ne nous convoque pas on ne nous a pas inculpés. J'ai dit que nous avons reçu une convocation. Le fait qu'on ait reçu une convocation ne veut pas dire que nous avons commis une faute. Arrivé devant l'autorité judiciaire, à la gendarmerie, à la police ou chez le procureur, on nous dira pourquoi. On dit, monsieur, que vous avez suivi à la télé, vous avez discuté, vous avez expliqué quelque chose. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous avez dit parce que ça va nous aider dans notre décision? Or, quand pas d'acclameur, celui qui a vu la convocation, parfois on dit conseiller pour affaire le concernant. Celui qui n'a pas bien compris pourquoi on l'a convoqué, il a appris. Et si vous permettez, je dis que tout ce que nous disons, ce n'est pas pour dédouaner X ou Y. C'est pour dire que même le plus grand criminel du monde, ayant droit à une saine administration de la justice, il ne faut pas que la façon de procéder, à la fin, entache une présomption de culpabilité. Quand il y a une présomption de culpabilité, il peut arriver même que les gens aient commis des fautes, mais ces manœuvres qui entachent la procédure, il faut que ces vices de procédure entament même leur nullité. Oh, ça peut faire que l'intention qui était bienveillante, l'intention qui était de foi claire, parce que quand on va faire l'audit, quand on auditionne même des gens au TCS, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça va faire en sorte qu'à la fin, chaque citoyen, parce que les citoyens veulent savoir, même si parfois c'est des crédits qu'on nous accorde, c'est nous qui allons rembourser. Il faut qu'on sache de façon assez sérieuse et sereine ce qui s'est passé. Et comme tout à l'heure on a entendu le professeur dire, si on le faisait au Cameroun aujourd'hui, ça ne devait plus être. Si on le fait de plus en plus, ça ne devait plus être une surprise. La clameur publique vient du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites? Mais il faut connaître. La clameur publique doit être condamnée. Mais c'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça que j'apprécie dans le communiqué du ministre. Mais ce même ministre qui a fait un communiqué à la fois dernière pour accuser des Camerounais, alors qu'il n'est pas le ministre de la Justice, alors qu'il n'est pas magistrat. C'est que c'est bon. Alors vous savez, il y a ce qu'on appelle pour dire que ces gens-là ont cassé des ambassades, alors qu'il y a aussi la jurisprudence cassé des ambassades à Paris, alors qu'on est à Douala. Il y a aussi la jurisprudence. Le même qui le fait vient de se dédouaner. Normalement, M. Kojo, il doit démissionner. Non, je dis que c'est pour une fois. Si pour une fois, le ministre, si le ministre pose un acte qui peut corriger d'autres manquements, mais il faut qu'on se félicite de ce qui est fait maintenant. Et ce communiqué, je l'ai lu et j'ai interrogé le contexte. Ce communiqué-là est hautement politique et les Camerounais doivent bien le regarder. Pourquoi? Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à nous. Ça ne s'adresse pas aux médias là. Parce que les médias ne vont jamais voler un document chez quelqu'un. Et les réseaux, Facebook et Twitter ne sont pas des réseaux sociaux, ne sont pas des médias. Donc on ne peut pas accuser les médias. Il y a des choses qui sont sur la toile. Et vous ne pouvez pas accuser les médias d'avoir mis les gens en accusation parce que les médias ne sont pas Facebook, ce n'est pas Twitter. Et
pour que ça fuite, il faut que ça parte de quelqu'un. Donc le communiqué du ministre s'adresse... Le communiqué de celui qui a fait fuiter. Le communiqué dit à la personne qui fait fuiter un document. Parfois parce qu'elle veut elle-même manipuler la procédure. Le communiqué dit que désormais, ça ne doit pas se faire. Le ministre qui a fait le communiqué là lui-même est devenu illégitime puisqu'il a déjà posé d'actes avant qu'il le... Oui, il va se voir des avantages compétitifs dans ce qui est fait. C'est un truc politique. Merci, monsieur. Vous avez raison. C'est dans la sobriété que le SDF a célébré son 31e anniversaire. C'était le 26 mai dernier. Monsieur Bellemé, cette année, pour votre 31e anniversaire, la presse n'a que très peu fait mention de votre actualité. Comment est-ce que vous prenez? Je ne suis pas sûr. Au contraire, moi, je trouve que le SDF, si vous prenez, le 31e anniversaire... Si vous prenez tous les journaux, vous prenez Mutation, vous prenez Cameroun Tribune, vous prenez Le Jour, vous prenez La Nouvelle Expression, vous prenez Le Messager. Le SDF n'était en grande une chez aucun de ces journaux. Bon, disons la presse écrite, ce que vous voulez dire. Bon, si c'est la presse écrite... Qui est la mère de la presse? Bon, qui est la mère de la presse? Bon, je vous concède cela. Bon, alors qu'il y a quelques années, le SDF faisait chaque fois, voilà. Par contre, la Nouvelle Expression a fait une avec... ce n'était pas une grande une. Voilà. La Nouvelle Expression a fait un article. La deuxième article. une de la Nouvelle Expression a fait écho de cette 31e anniversaire. Je veux dire, dans les années antérieures, à chaque anniversaire du SDF, c'était chaque journal qui revenait avec de nombreux articles, parfois même des doubles pages sur l'histoire du SDF. Mais cette année, il n'y a que très peu de journaux finalement qui ont parlé du SDF pour votre 31e anniversaire. Comment est-ce que vous l'analysez? Bon, le SDF n'est pas propriétaire d'une rédaction de presse. D'abord, il faut le préciser. Et de deux, peut-être que ces rédactions avaient des urgences en ce moment-là, qu'ils ont trouvé. Chaque rédaction a sa ligne éditoriale. Nous n'allons pas aller là-bas questionner pourquoi. Bon, c'est celle qui savent, mais je pense qu'il y a... Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le poids politique du SDF en ce moment? Bon, d'accord. Mais avant de répondre concrètement à votre souci, j'aimerais d'abord ici m'incliner devant la mémoire de ces 6 Camerounais qui ont été tués le 26 octobre 1990 à Park Square, à Bamenda, à Tarikom Park, autant pour moi. Ils ont été abattus par balle par les forces de défense et de sécurité camerounaises pour le but de maintenir le système politique UNCR-DPCE du moment. 26 mai. Le 26 mai 1990. Oui. Bon, vous savez, Madame Leila, il est difficile de parler de l'histoire du SDF sans qu'il y ait une corrélation avec la crise dans les deux régions, nord-ouest et sud-ouest. Vous savez, c'est une crise qui commence dans les années 72 avec le faux référendum qui a été organisé cette année-là et qui a pris notre amplitude après le congrès UNC. Faux référendum. Faux référendum. Vous avez dit faux référendum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu de référendum parce que il est faux, parce que beaucoup des officiels, il y a eu beaucoup d'officiels à cette époque qui ont expliqué, notamment, je cite ici l'ancien ministre Aboma Choi, qui expliquait que le bulletin qui était là-bas était yes et non. Et non pas donc yes. Et il a servi un pays. Et excusez-moi, Denis. Laissez-moi, je vais continuer, s'il vous plaît, avec votre attention. Il y a des thèses académiques là-dessus. Les thèses, Denis, vous pouvez me permettre de continuer. C'est vrai, il y a des thèses à l'université. L'article 45 de la Constitution fédérale de 1961 était clair là-dessus, qui disait que toute réforme constitutionnelle qui portait sur la forme, en fait, tout amendement constitutionnel qui portait sur la forme de l'État fédéral était proscrit. Monsieur, donc c'est seulement ça. Je veux être certaine que vous répondez toujours à ma question. Vous expliquez, est-ce que ce que vous expliquez, c'est pourquoi est-ce que le SDF ne fait plus la une des... Je vais arriver à vous expliquer pourquoi. C'est pour ça, parce qu'il faut que j'explique le contexte. Ne pas dire, il peut parler, il faut qu'il explique bien. Sauf si vous voulez que je réponde par oui ou non. Allez-y, monsieur Bellemé, allez-y. Bon, voilà. Je dis donc que le référendum de 1972 est faux parce qu'il violait gravement la Constitution de la République fédérale. L'article 45 de celle-ci interdisait toute réforme constitutionnelle qui prenait la forme de l'État fédéral. Ça, c'est un fait. De sorte même que tel témoin de l'histoire dit ceci. Il peut se contester. Voilà. Il faut faire attention aussi, parce que quand vous dites que vous expliquez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de recours
devant une instance quelconque et vous expliquez 30 ans après que c'était faux. Il y a eu des recours. Les recours étaient des recours politiques et non pas des recours juridiques. Parce qu'il y a eu... Attendez, aujourd'hui il y a forclusion, n'est-ce pas? Vous pouvez me permettre. Vous pouvez me permettre. Donc à l'époque, le chef de l'État, à l'époque, le président Ahidjo avait mis sur pied une délégation de 3 personnes. Le chef de l'État actuel qui était premier ministre à l'époque, M. David Abouma Choy et Mme Dorothée Djema, pour aller rencontrer les dignitaires anglophones pour savoir comment on peut faire pour réparer l'erreur qui a été faite, qui a violé les accords de Foucault. Ils en parlent toujours. Ça, c'est un fait. Donc maintenant, ils ont fait un rapport au chef de l'État de l'époque, on ne sait pas ce qui est arrivé. Parce que eux, les dignitaires anglophones disaient que, bon, ok, comme la forme de l'État fédéral a été annulée, d'autres accords qui étaient non écrits, ils espèrent que ça sera respecté. Bon, après donc 82, pour aller plus vite, parce qu'il ne faut pas que je retienne. Après donc 82, après l'arrivée du chef de l'État actuel, au congrès de l'UNC, en 85 à Bamenda, qui est devenu RDPC. Et donc les résolutions de ce congrès, beaucoup d'anglophones qui fondaient beaucoup d'espoir ont été déçus. Ils ont mis donc sur pied un groupe de réflexion pour écrire un mémorandum à l'intention de l'ONU, donc pour contester la marginalisation des anglophones. Et ce groupe, donc, avec le temps, s'est transformé en study group qui est devenu, c'est-à-dire un groupe de réflexion. Et ce groupe, c'était parce que le SDF est né en réalité le 11 novembre 1989 à Presbyterian Church Center of Bamenda. Donc il y avait un pasteur dedans, le révérend docteur Ghana, qui était un ami personnel du chairman avec qui ils attendaient, parce que le chairman était un chrétien presbytérien, très engagé, il était très engagé dans cette église. Il les a donc permis de tenir une réunion secrète. À cela, ils étaient 12, le 12e a démissionné à Zaria, parce que lui pensait qu'il n'était pas créé pour faire la fédération, il fallait qu'on organise le référendum rapidement pour que le Southern Cameroun, en ex, devienne indépendant. Donc, c'est là donc les premiers textes fondateurs du SDF ont été écrits. Et il y avait donc 11 pères fondateurs. Et ces 11 pères fondateurs, dont le chairman John Fundi, le professeur Ngwasiri, qui c'est pour beaucoup d'autres, le professeur Sigasa particulièrement, qui tous les deux étaient des enseignants de droit, et les autres, surtout l'écrivain Albert Moukon, qui était très engagé à l'époque, qui était un habitué de prison politique. Donc voilà, ils ont donc fait... La naissance du et le SDF a donc fixé certains objectifs, notamment 3. Un, réinstaurer au Cameroun, il n'était pas le seul, parce qu'il y avait aussi d'autres Camerounais, mais puis on parle du SDF, je parle du SDF. Donc réinstaurer le système démocratie pluraliste. 2, ramener la forme de l'État fédéral au Cameroun. Et 3, voilà, mettre sur pied un gouvernement qui est basé sur qui est pour socle idéologique la social-démocratie. Ça veut dire ça, qui est la liberté. En fait, ce que vous voulez dire, c'est prendre le pouvoir. La prise de pouvoir, la prise de pouvoir pour instaurer, donc la prise de pouvoir pour instaurer un système politique basé sur une vision politique social-démocrate, qui est la liberté d'entreprendre et l'obligation de solidarité. Bon, beaucoup de choses entre-temps, bon, les élections présidentielles, les villes mortes, la coordination et autres. Et à l'époque, il faut le souligner. Hein. Monsieur, on va passer à d'autres questions. Vous ne répondez pas à ma question, on va prendre une autre. 31 ans après, qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui? Qu'est-ce que le SDF célèbre comme victoire? Non, pas comme victoire, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Ils ne peuvent pas avoir de victoire. Mais il y a eu des petites victoires, parce que quand nous arrivons au pouvoir, on faisait le recensement sur le liste électoral. Vous avez parlé des objectifs du SDF à sa création, prendre le pouvoir. Échec, instaurer la forme fédérale. Échec, réinstaurer le système multipartisme. Un système démocratique, vous avez dit système démocratique. La démocratie multipartite. Parce que ça n'existe pas. Bon, il y a les partis politiques. Voilà. Il y a les partis politiques aujourd'hui. Il n'y a pas un seul. C'est vous-même qui décrivez la démocratie actuelle. Donc, échec encore une fois. Non. Qu'est-ce que le SDF Est-ce que vous ne répondez pas à ma place, Madame Léla? D'accord, ok, d'accord. J'ai dit que le SDF, il y a des objectifs qui ont été atteints. Et ceux qui ne sont pas encore atteints, les plus majeurs, il y a deux objectifs majeurs, qui sont la prise de pouvoir et la forme de l'État fédéral. Voilà les deux objectifs. Quelles sont les victoires? Les victoires sont au niveau de la gouvernance électorale qui a beaucoup avancé par rapport à quand nous sommes arrivés. À l'époque, c'est les sous-préfets qui inscrivaient sur les listes électorales sur des papiers volants,
sur le papier volant et avec le BIC. Elle a suffisamment avancé au point de vous satisfaire? Non, pas au point de nous satisfaire parce qu'il faut améliorer. Le cadre que nous nous revendiquons avec tous les autres acteurs politiques au Cameroun, c'était d'arriver à organiser, avoir un système de la biométrie intégrale, c'est-à-dire de l'inscription au vote, à la publication des résultats. C'est l'introduction du bulletin unique. Ça, c'est des cas qu'on arrive. Mais on a eu des urnes transparentes. On a réussi à stipuler entre les mains de l'administration, l'organisation matérielle des élections. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et l'OSF, ça, il faut le reconnaître, et nous n'avions pas atteint nos objectifs pour deux raisons. Il y a des raisons endogènes et des raisons exogènes. Exogènes parce qu'il faut tenir compte de l'environnement politique, qui est essentiellement féroce, où on a en face donné l'adversaire qui a deux piliers essentiels. Il s'assoit, et deux piliers essentiels, il caporalise l'appareil répressif de l'État à son service, et caporalise le trésor public à son service. Et en interne, qu'est-ce qui vous empêche En interne, on peut avoir eu calculé des stratégies qui n'ont pas marché et qu'il faut revoir. Mais ce qui est sûr, nous sommes sûrs que jusqu'à aujourd'hui, l'OSF détient une alternative politique qui est capable, parce que quand on regarde les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous savons que la seule... Quel est l'état du SDF au moment où... Non, l'état du SDF aujourd'hui... Le chef Mani Dion dit se préparer à passer la main. Non, l'état du SDF aujourd'hui est que nous sommes un appareil qui est bien implanté sur le territoire, mais qui connaît des problèmes. D'accord. Ouais, et ça, on ne peut pas le nier, puisque nous sommes partis de 43 députés à 5. Donc, c'est un fait qu'on ne peut pas dire. Mais il peut y avoir des raisons en interne et des raisons aussi externes. Denis Kobo, quel a été l'impact de l'arrivée de nouvelles formations politiques et notamment des nouveaux leaders politiques sur la force de frappe du SDF? Bon, le SDF a bâti sa réputation sur le populisme. Et c'est pour ça qu'il s'est éteint sur le plan au sein de l'opinion. Toute stratégie politique bâtie sur le populisme est vouée nécessairement à l'échec, même lorsqu'on prend le pouvoir. Même si vous prenez le pouvoir, vous allez toujours échouer. Par le passé, vous aviez une carte du SDF? Non, c'était à la création. À la création du SDF. À la création du SDF. À ce moment-là, est-ce que vous saviez déjà que le SDF bâtissait sa réputation sur le populisme, au moment où vous preniez la carte? Non, on était des jeunes, on voulait s'engager pour transformer la société. Et très vite, on a compris. Vous voyez qu'il y avait un prétexte, vous voyez que le SDF ne peut pas aujourd'hui nous présenter son avant-projet de constitution fédéraliste. Si, il y en a. Il y en a, Denis. Il nous présenter. Il y en a. Oui, il y en a. C'est où? Mais il y en a, on a publié. On a toujours publié, même pendant la campagne de l'élection présidentielle. Ça, il était publié. Pas de projet. J'ai dit le projet, j'ai dit la loi. J'ai dit le projet. La loi, le projet de la constitution fédérale. Oui, il y en a. On a publié ça pendant la campagne. Si vous n'avez pas, je vais vous transmettre ça tout à l'heure. Oui, ça, c'était dans le programme. Non, je ne parle pas du programme, je dis le projet constitutionnel, le projet, c'est-à-dire la loi. Parce que quand le projet portant loi fédérale. Parce que quand il explique, ça existe, Denis. Quand il explique, on voit bien que, et ça à l'époque c'était le débat, c'est que les conjoints communiqués qui étaient en face disaient que le parti, le SDF était un parti ethnique. Il y a eu ce grand débat là, jusqu'à la fin, même les ajustements du chairman démontrent qu'il y avait un grand ancrage ethnique et tribal, régional du parti. Et ça, le clou, c'était le jour où le chairman devait être reçu par le président de la République. Il arrive avec une délégation essentiellement anglophone. Là, tout le monde a compris, c'est que il a fait, peut-être il n'a pas fait exprès, mais c'est là où il est étalé au grand jour que derrière l'ancrage national, derrière toutes les aspirations nationales du SDF, il y avait cet ancrage régional et ethnique. Et parce que c'est qu'un parti anglophone et étendu à l'ouest bamileke. C'est comme ça que ça a été fait. C'est pas vrai, Denis. C'est pas vrai. C'est ça qui a... c'est l'impression peut-être que vous aviez. Non, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui, c'est ça tout était l'impression. Parce que plusieurs fois qu'on a appelé les cadres, même à la télévision, pour expliquer, quelqu'un a dit, avec la montée du MRC. Comment est-ce que vous pouvez dire que si le MRC monte en puissance dans un arrondissement, un département, c'est ça que vous a fait chuter? Donc vous pensez que c'était une zone sous contrôle et vous ne le dites pas pour l'extrême nord, la Dama ou puis on a eu des élus là-bas. Aujourd'hui, tous les débats qu'il y a eu, c'est que le SDF a eu un groupe parlementaire à un moment donné, c'est que quand on parle du NOZO, parce que le SDF a essayé encore déconstruire entièrement sur la question du NOZO. Lorsque la question du NOZO sort, le parti veut se surfer là-dessus. Et parce que la plupart des anglophones ont compris que c'était un prétexte politique, là également, le SDF s'est fait battre sur... Donc le SDF est très populaire chez les anglophones. Je ne parle pas du NDC, je parle du SDF.
Il parle des jeunes et non de notre parti politique. Parce que là, quand un parti se fixe des objectifs tels que ceux-là, vous voyez que tout au long du process, pendant 31 ans, le SDF a été en partie réformiste. Quand vous avez un idéal, un objectif, c'est que voici mon objectif politique. Fédéralisme, tout ce qu'il y a eu, c'était des réformes. Quand vous demandez la réforme, si on fait la biométrie intégrale, le SDF ne va pas prendre le pouvoir. Pour la simple raison que, si vous dites que le régime est dictatorial, si vous dites que le régime, lui, n'est pas ouvert sur la démocratie, ce n'est pas la biométrie qui rend le régime démocratique. Hein. Et on peut avoir la démocratie intégrale. On l'a eu avec Elekam. On contestait Onel. On a mis Elekam. Après, on dit qu'on conteste les sous-préfets. La seule fois où l'opposition a gagné une élection au Cameroun ici, c'était avec les sous-préfets. La seule fois où ils ont gagné. Donc, quand on ne bâtit pas, un idéal politique sur le rapport de force, c'est voué à l'échec. C'est le rapport de force qui a fait en 92 que l'opposition gagne une élection avec les sous-préfets. Et on a évolué en perdant en légitimité. C'est pour ça que l'opposition a gagné les mairies. Non, la présidentielle même. Oui, je dis même formellement, les législatives, l'opposition a gagné. Merci Denis Kobo. Formellement. Professeur Koryock, si on se réfère aux chiffres enregistrés par le SDF lors des élections passées, on se rend compte que par le passé, effectivement, le SDF était suffisamment mieux représenté, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les mairies. Et aujourd'hui, on constate tous le déclin du SDF. Mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que l'analyse du poids politique d'un parti d'opposition dans le contexte camerounais, est-ce que cette analyse doit se faire sur la base des chiffres enregistrés lors des élections? Je veux dire, la considération numérique du SDF dans les représentations nationales, est-ce qu'elle est conforme à son réel poids sur le terrain? Bon, je crois que c'est la mesure politique d'un parti, c'est-à-dire sa représentation au niveau présidentiel, au niveau du Parlement, au niveau des collectivités. Bon, mais en réalité, certains partis peuvent ne pas avoir cette représentativité et apportent une contribution quelque part, c'est-à-dire les courants d'opinion, ils apportent des contributions au niveau des idées et tout le reste. Mais moi, je me dis, le problème du SDF, comme Denise le disait tout à l'heure, c'est d'ailleurs la maladie de tous les autres partis politiques, de ne pas savoir se structurer. Parce qu'un parti politique a une structuration qui ne lui permet pas d'être un parti régional ou bien un parti départemental. Bon, il y a ça, il y a aussi la capacité pour un parti d'imprimer une idéologie qui capte l'opinion. C'est-à-dire comment je me présente aux autres pour que les gens adhèrent à notre idéologie. D'abord, l'idéologie même, il n'y en a pas. Donc les gens viennent seulement pour dire RDPC, RDPC. Mais quand on leur dit qu'est-ce que vous proposez à la place du RDPC, ils ne savent plus rien dire. Donc l'autre problème du SDF, à un certain moment, ils ont acquis un certain terrain politique. Mais aujourd'hui, ils ont perdu ce terrain politique parce qu'il y a eu effritement des organes. Parce que beaucoup ont pensé qu'ils pouvaient prendre leur tremplin sur le SDF et arriver au pouvoir. Mais ces gens-là se sont écartés de la ligne politique du SDF. Et aujourd'hui, le SDF, s'il ne fait pas attention, nous on pense, peut-être que les autres, comme le parti de celui-ci, ils vont se greffer au SDF. Pour redonner, parce que c'est eux qui donnaient un peu plus de poids. Il s'appelle Guy Laurent Kwam. Bon, monsieur Guy Laurent Kwam. La Renaissance est un humanisme. Non, je voulais dire, par rapport à ça, vous savez, pour moi, quand je trouve un jeune sur le plateau, je l'assimile souvent à mes étudiants. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle maître, monsieur Kwam. Je suis professeur titulaire. Et pour être professeur titulaire, il faut passer au moins 40 ans sur les bancs. Donc, quand je trouve un gars qui a à peu près cet âge-là, moi, je dis c'est mon étudiant. Donc, quand vous venez, je vais vous dire que le RDPC, le président Paul Biya se fonde sur une souveraineté nationale. Donc, ce n'est pas une souveraineté
populaire. Quand vous allez arriver à la maison, allez faire la différence entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Donc un groupuscule ne peut pas contester la légitimité d'un président élu. C'est le même sujet, là. Donc, non, moi je dis, et l'autre, non, je veux vous dire. C'est l'habitude de faire de la diversion. Et l'autre. Maintenant, vous voulez m'imposer de donner un cours sur la souveraineté nationale écoutez, et populaire parce que vous dites encore que tu n'es pas sérieux. Bon, écoutez, je c'est suis des notions que vous ne pouvez pas manipuler. Il a dit, évitez les notions. C'est pas une notion sociologique. Monsieur, vous ne pouvez pas manipuler. Vous n'êtes même pas étudiant, vous fermez ça. Vous ne pouvez pas manipuler ces notions. notions. Vous n'êtes pas un étudiant, vous me laissez, j'ai la parole. Voilà. Écoutez, je ne peux pas manipuler les notions de souveraineté nationale et populaire. Laissez. Parce que vous qui ne faites pas le lien sur les plateaux. Écoutez, professeur, permettez. Bon, je vais terminer. Permettez que je restitue. Je vais poser la question. À l'entame de cette émission, professeur. On va gâcher une émission qui était belle. Elle était belle parce que. Professeur, à l'entame de cette émission. Dès que vous commencez la diversion, c'est fini. Guy Laurent Kom. Professeur, à l'entame de cette émission, vous avez souligné le fait que ce Elle n'a pas d'argument. Xavier Bellemé, Guy Laurent Kom, je vous en prie, j'ai encore la parole. Professeur, à l'entame de cette émission, vous avez souligné le fait qu'il n'y avait presque jamais d'injures sur ce plateau. Oui, je veux dire que vous, en tant qu'enseignant, professeur, vous ne pouvez pas dire vous fermez ça. J'aurais pu répondre. J'aurais pu répondre. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quand l'autre lui a dit, elle n'est que professeur de sociologie. Alors qu'il ne sait même pas comment on fait. J'appelle au respect. Voilà. Elle n'est que professeur de sociologie. Vous terminez, professeur. Voilà, je termine et j'ai dit. Vous aurez pu être courtois. Écoutez. Homme d'État comme Maurice Kamto ne répond jamais à ce genre de choses. Vous répondez, vous insultez sur le plateau. C'est le jeu du RDP, c'est partout. Voilà. Donc je suis en train de dire, bon, pour terminer ce que je voulais dire, est-ce que vous savez que le FMI a accordé la deuxième tranche au Cameroun, malgré vos avoirs? Non, madame. C'est encore faux. Non. Respectez vos terrains. Ne dites pas des choses. C'est les réseaux sociaux. Vous racontez sur les réseaux sociaux et vous nous sortez des informations de Abaté qui sont fausses. Parce que je sais que la semaine Elles sont prochaine. fausses. Madame, respectez vos terrains que de dire des choses qui sont... Vous avez les informations du bar. Même pas les réseaux sociaux. C'est sérieux d'abord les réseaux sociaux. C'est incroyable. Vous avez les informations du bar. Guy Laurent Kom, sur la même question. Parce que vous gérez comme ça partout, comme au bar. Guy Laurent Kom, sur la même question que le Moi, j'ai ma parole. Est-ce que la représentation institutionnelle... Vous avez la Moi, parole. j'ai la parole, mais laissez-moi terminer. On parle du SDF. Dites-nous quel est le rôle du SDF. Vous parlez du MRC. Mais qu'est-ce que le MRC vous a fait? Vous ne dormez plus à cause du MRC? Il existe même. Non, pourtant je suis devant vous. Pourtant je suis devant vous, donc je ne suis rien. Vous êtes mort. Vous voyez comment vous êtes mal poli. Guy Laurent Kom, vous dites des conneries. Sur la même question. Ici on n'est pas en amphi, madame. Je ne vous ai pas dit qui je suis, on n'est pas en amphi, madame. Guy Laurent Kom, sur la même question que le professeur, la représentation institutionnelle dans la configuration actuelle, est-ce qu'elle permet de refléter exactement ce que représentent les partis politiques d'opposition? Vous avez parlé tout à l'heure du non-déploiement des partis politiques. On ne le permet que pendant la campagne électorale qui ne dure que 2 semaines. Est-ce que la représentation institutionnelle dans la configuration actuelle permet de refléter ce que représentent des partis politiques d'opposition? Je vais profiter de votre chute, là, comme on dit au Cameroun, pour envoyer encore une pique à nos amis dans les réseaux sociaux, parce que c'est un monde qui est formidable aujourd'hui, où le RDPC a eu tendance souvent à manipuler l'intellect des Camerounais. À l'époque, quand les Camerounais n'étaient pas encore ne s'intéressaient pas beaucoup à la chose politique, il y avait des élections, il y avait une certaine émulsion, et après tout se calmait. Et les gens du RDPC disaient, vous voyez, les partis d'opposition ne peuvent rien faire parce que de toutes les manières, ils ne font que de la politique quand il y a des échéances électorales. Ça, c'est ce qu'on disait au SDF. On avait carrément braqué le mental des politiques en leur disant, ne faites de la politique que quand il y a élection. Maurice Kamto arrive, il dit à la jeunesse, mes chers jeunes, vous avez le droit de participer aux activités politiques de votre pays en tout temps. Voilà que le MRC, pas seulement sur les plateaux, même dans les WC, madame. Voilà donc qu'un parti politique arrive. Oui, vous voulez qu'on entre dans ce genre, on va y aller. Voilà donc qu'un parti politique arrive et décide de faire la politique tous les jours, en tout temps, en tout lieu. Maintenant, même les vendeuses de beignets vont parler de politique. C'est ce que nous, on a décidé de faire aujourd'hui. Et maintenant, c'est comme vous voulez. Maintenant, donc, quand on commence à faire de la politique partout, ils vont sortir...
Allez-y, Laurent. Ils vont sortir et vous dire non, il faut attendre les échéances électorales pour qu'on puisse faire parler de politique. Vous voyez comment le RDPC est malhonnête. On parle là de malhonnêteté. Et c'est comme ça que le RDPC fonctionne. Quand ça les arrange, ils disent si, comme le ministre l'a fait. Quand ça l'arrange, il dit que le monsieur là, il est coupable de je ne sais quel acte de terrorisme, alors que la justice n'a encore rien dit. Et quand ça l'arrange pas, il dit non, mes chers Camerounais, évitez la clameur publique, évitez d'accuser les gens alors qu'ils ne sont pas encore passés devant la justice. Non, il faudrait que ces choses s'arrêtent. Parlons du SDF. Je ne veux pas que le temps s'arrête alors qu'on parle d'un formidable parti politique qui a contribué à ce que les prémices de la démocratie puissent arriver, à ce que les prémices de la démocratie puissent se construire au Cameroun. C'est un parti que nous, tout jeunes, peut-être enfants, on a vu, on a apprécié l'émulsion. D'ailleurs, c'est cela qui a peut-être attiré Denis Kouébo dans le SDF à l'époque. On a pris des coups, on a couru derrière Nidon Fundi. On est déçu, certainement, à plusieurs points du SDF. Mais un jour d'anniversaire, on peut dire qu'on est déçu de certaines choses qui sont passées dans le SDF, avec le SDF aussi. Mais il faut pouvoir reconnaître quand même qu'ils ont joué un rôle important. Ils n'ont pas seulement joué un rôle important, ils ont perdu des hommes. Et ces hommes qu'on a perdus, c'est des Camerounais, qui sont donc les martyrs de la démocratie. Donc tout comme l'UPC, le SDF a des martyrs de la démocratie qu'il faut célébrer. Et je crois que le parti de monsieur... Denis Kouébo, aujourd'hui, c'est le Manidem, est toujours une excroissance du PC. Donc il y a des choses qu'on doit pouvoir célébrer entre nous. C'est-à-dire que c'est le minimum de contrat social qu'on peut avoir. Mais le RDPC s'oppose à tout ce qui est minimum de consensus social. Parce que pour eux, le pays leur appartient à eux tout seuls et les autres ne sont plus rien, n'existent pas. Mais on vous rappelle, aujourd'hui, il n'y a pas que le SDF qui se bat pour la démocratie aujourd'hui. Le MRC a décidé d'accompagner toutes les forces de changement. Et on demande, pas seulement au SDF, on demande aussi au Manidem, aux autres formations politiques, de retrouver la dynamique d'ensemble qui est en train de se mettre en place pour qu'on ait un système, un arbitre, un juge qui puisse être transparent et qui puisse être consensuel. Pour que tous les acteurs... Dans 5 ans, il sera avec vous. Pour que tous les acteurs... Dans 5 ans, il sera avec vous parce que pour le moment, je suis en marge de la politique politicienne. Ah d'accord, je comprends. Je m'occupe d'une autre, vous avez d'autres fonctions. Je m'occupe de tous les Camerounais. Merci. Qui soient donc je voudrais terminer pour dire que nous souhaitons que toutes ces forces du changement puissent se retrouver avec le RDPC. Parce que dans la Renaissance, au MRC, nous ne sommes pas exclusifs, on est inclusifs. On souhaite que le RDPC, qu'on soit ensemble pour conduire les Camerounais vers un nouveau Cameroun, une nouvelle lumière où tout le monde puisse avoir ses intérêts bien préservés dans un Cameroun de partage et non dans un Cameroun d'égoïsme. Alors, compte tenu de ce que vit le SDF aujourd'hui, Denis Kouébo, où est-ce que vous voyez ce parti politique dans, disons, 10 ans? Bon, tous les partis peuvent disparaître par le SDF. C'est qu'il ne faut pas... On a dit beaucoup rapidement, de choses. On va disparaître en une minute. Non, il dit que les partis peuvent disparaître, mais il n'est pas possible parce que... Il n'est pas possible que le SDF disparaisse. Pourquoi? Pour la seule raison que le SDF, aujourd'hui, ce n'est que peut-être les petites batailles, Jean-Michel Nietzsche, Joshua aussi, Fundi. Mais le problème au Cameroun, c'est que l'histoire politique n'est pas suffisamment consignée. Il y a des Camerounais, et parce qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Il y a des Camerounais qui ne savent pas qu'il y a eu une lutte. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas que... Il y a eu des jours où on ne circulait pas dans tout droit là. Et à l'époque du SDF, on n'a pas besoin de l'autorisation d'un sous-préfet. Personne n'interdisait parce que quand le sous-préfet ne peut pas vous interdire de marcher si vous avez 200 000 personnes. On interdit quand vous n'êtes pas nombreux. Quand le chairman partait de Bamenda Poudoua là, c'était tout le pays qui était en mouvement. Mais c'est une phase de l'histoire. On va l'UPC, tous les partis politiques, l'UNDP a fait bouger les foules. Il faut aujourd'hui que le SDF se refonde. Les partis qui sont les partis historiques, on voit l'ANC. Et il faut aussi qu'à travers le SDF, les Camerounais comprennent qu'un parti politique qui s'est créé, ce n'est pas pour prendre le pouvoir dans 2 jours. Vous pouvez prendre le pouvoir dans 100 ans. Dans 150 ans, c'est ça là, il faut un parti politique passer à l'animation. C'est pour ça que où est-ce que vous voyez le SDF dans 10 ans? Oui, bon, moi, j'ai dit ce que j'ai dit par rapport à mon parti, mais je vois quand même que c'est un parti qui se bat. Et je me dis, s'il y a une bonne structuration du SDF, il va renaître de ses centres. Ouais. Guy Laurent Kwam. Je vois le SDF prendre le pouvoir demain avec le MRC, parce qu'on veut bien gérer avec tout le monde. Donc, je vois que le SDF, c'est un parti qui a beaucoup de choses à donner pour un Cameroun grand et fort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer l'émission? Oui, moi je voudrais pour terminer l'émission saluer le combat du chairman Nidon Fundi.
vous saluer sa bravoure. Il nous a beaucoup inspiré quand nous étions jeunes de s'intéresser à la chose politique parce qu'à notre époque, il était formellement interdit même de réfléchir à la politique. Voilà. On nous menaçait, les parents nous menaçaient dans les années 90. Il a fallu qu'on voit. Donc je voudrais ici vraiment lui rendre un vivant hommage Pour son courage, sa bravoure, sa détermination, surtout sa témérité. Vraiment, il a pu résister. Et sa responsabilité, je vous coupe pas, sa responsabilité parce qu'en 92, une seule personne a fait que ce pays ne bascule pas. Et c'est pour ça que moi, je ne dis pas n'importe quel quoi du chairman. En 92, lorsque le pays était tendu, lorsque les divisions étaient profondes, il suffisait d'un seul mot de John Fundi pour que le feu soit mis à ce pays-ci. Il a choisi de ne pas le faire. Oui, merci Dédé. Surtout, je le félicite d'avoir refusé de mener la politique alimentaire. Voilà. De tous les partis politiques majeurs des années 90, il ne reste que deux, l'OSG et l'UDC, qui ont gardé la position des partis d'opposition. Qui sont restés dans l'opposition. Parce que les autres sont devenus membres de la majorité présidentielle. Voilà, ça c'est un temps. Et le SIF est en train de travailler dans le cadre d'ouvrir un front de l'opposition, comme dans les années 90, vous vous souvenez, avec la coordination des partis politiques d'opposition et des associations. Donc nous travaillons pour faire cette dynamique parce que nous pensons qu'une seule main ne peut pas tâcher un paquet. Donc il faut plusieurs mains pour être plus efficace. Le MRC reste serein. Mais refusez le focus sur ses objectifs. Merci Xavier Bélé d'avoir accepté notre invitation. Vous continuerez à avoir peur. Merci Guy Laurent d'être venu. Professeur Koyok continue à faire dans la provocation. Bonne fête à toutes les femmes. Merci. Bonne fête. Bonne fête maman. Bonne fête de maman. Bonne fête à toutes. Vous êtes deux mamans sur ce plateau. Oui, c'est vrai, j'entends. Aussi, surtout, Madame Léla. Bon dimanche. Merci à toutes les femmes. Bon, voilà. C'est la fête des mères, j'entends.